On va commencer. Donc, rebonjour à tous et toutes. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle donc Éloi Carton. Je suis diplômé Junia ISA 1986 et je suis donc président de l'association des diplômés et des étudiants de Junia, donc Junia Alumni. Et je suis aujourd'hui ravi de vous accueillir. Je rappelle, puisqu'on le voit un peu partout, ici dans cette salle, dans cet amphi, que ça s'inscrit dans le cadre du festival Ecopos, donc sous le patronage des 150 ans de l'Université catholique de Lille. Et au-delà des personnes ici présentes, on capte aussi cette manifestation, cette table ronde. Et donc on a un certain nombre de personnes, une trentaine de personnes qui sont normalement en ligne également et qui vont pouvoir participer, interagir. On a notre modérateur voilà, qui me fait signe, qui va éventuellement nous poser, être le porte-parole des questions qui nous seront posées. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver pour remêler à la fois les rencontres, d'une part, mais aussi la réflexion. Et cette réflexion, elle s'inscrit, je serai quand même assez bref, dans le projet associatif de notre association. Alors, notre projet associatif, quel est-il ? Alors, certains l'ont peut-être déjà entendu, mais je pense que c'est important, c'est de la répétition que vient de la lumière, c'est le projet RSE. Alors, RSE, ce n'est pas la responsabilité sociale et environnementale. Le RSE, pour Junia Alumni, c'est le R de réseau, rencontre. Et donc, c'est aujourd'hui, quelque part, dans cette logique de rencontre, c'est d'organiser des événements comme aujourd'hui, pour prendre de la hauteur, pour se cultiver éventuellement, s'informer et se rencontrer, parce qu'on a aussi pris l'apéritif et on est attentif aussi à ce genre de choses, de faire en sorte de pouvoir relationner et networker pour les peu importe, pour les anglophiles, si je puis dire. Mais le S donc de RSE, c'est la solidarité. Alors, pour une association de diplômés et d'étudiants, la solidarité, elle prend la forme à la fois d'un projet qu'on appelle Tandem. Comme son nom l'indique, c'est deux personnes. Donc, une personne qui a besoin d'un coach quelque part, et donc on trouve un alumni dans le métier ou pas d'ailleurs, simplement pour faire un peu le révélateur et pour l'aider à bâtir un projet professionnel, pour une installation. Quelles que soient les raisons d'ailleurs, ça fonctionne. L'essentiel étant toujours d'avoir deux personnes. Mais la solidarité, c'est aussi un fonds de solidarité qu'on va lancer bientôt avec l'activation de la Fondation Junia pour l'excellence. Et donc les alumni vont participer à cette association pour aider notamment les étudiants dans des achats. Voilà. L'idée, c'est de donner un peu de carburant pour que les étudiants puissent aller plus vite dans leur démarche. On va aussi, et ça, alors c'est peut-être en avant-première, essayer de lancer un fonds d'amorçage pour les étudiants. Je dis bien dans un premier temps pour les étudiants, pour éventuellement les aider pour ceux qui seraient quelque part dans des logiques de création. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte d'initier avant l'heure, avant éventuellement la création d'une structure, un fonds d'amorçage. Alors, ce n'est pas des millions, rassurez-vous, on n'est pas très riche. Mais bon, l'idée, c'est de permettre, parce qu'il manque 400 €, on va essayer de trouver des solutions pour tester, pour pas industrialiser, créer des prototypes. Voilà, l'idée, c'est, dans le cadre de la chaire de l'entrepreneuriat de Junia, c'est d'être en relais, effectivement, avec des moyens financiers, en complément de ceux de l'étudiant, naturellement. Donc ça, c'est pour le E, le S de solidarité. Et enfin, le E, c'est plusieurs choses. C'est à la fois l'école, naturellement, c'est l'entreprise et c'est l'emploi. Alors, c'est l'ADN de notre association, naturellement. Alors, l'école, parce que c'est le dénominateur commun. Ici, on est ici aujourd'hui parce que, quelque part, de près ou de loin, on est en relation avec l'école. Et ça, c'est important. Quel que soit d'ailleurs le programme, ça a été dit ce matin, quel que soit son statut, qu'on soit étudiant et diplômé, et j'allais dire, quel que soit son âge, alors c'est pas de 7 à 77 ans, mais de 17 à 97 ans, si je puis dire, ou 107 ans, pour oublier personne. L'entreprise, pourquoi ? Parce que, quelque part, nos ingénieurs, ils travaillent, ils évoluent dans le monde de l'entreprise, et l'école a aussi besoin d'entreprises, parce que c'est des employeurs, parce que c'est des pourvoyeurs de fonds, parce qu'ils ont des besoins spécifiques en formation. Donc, on sera attentif également à ça. Et enfin, pour terminer, c'est pas le moins important, bien au contraire, c'est l'emploi. Voilà, je citerai simplement un chiffre. On a publié 3500 offres, dont une partie importante par des alumni. Quelque part, on est un peu en avance de ce phase, donc c'est important aussi
parfois, d'aider nos membres à se positionner dans l'emploi, dans la relation. Donc voilà le point, ce qui me paraissait important de vous présenter ce midi. Je tenais quand même à remercier, je vais le faire tout de suite, à la fois les intervenants, que j'ai déjà remerciés en one-to-one, mais c'est important que sachez que certains prennent du temps sur leur temps personnel pour venir animer cette table ronde. Donc c'est important je vous remercie de votre présence. À la fois aussi toute l'équipe, le comité de pilotage. Il y a certaines personnes qui ont donné de leur temps pour organiser cette manifestation. Et ce n'est pas facile d'organiser des formations comme celle-ci. Ça nécessite beaucoup d'ingénierie et de temps. L'équipe des salariés, bien entendu, je les remercie également. Ils sont ici parmi nous ce midi. Et donc, aujourd'hui, comme c'est mentionné, on va voyager. Et donc, on va voyager en mer. Et donc, entre ressources et innovation. Et je vais demander, je vais céder la parole à Anne Baumeister qui aura la charge, je ne vais pas dire la lourde charge, mais la charge d'organiser et d'animer ce débat. Et donc, je vais vous souhaiter une très, très bonne conférence. Merci. Merci Éloi, merci de me renouveler votre confiance pour cette 11e édition de l'Alumni Day. Bonjour à toutes et à tous et également bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans parce qu'on peut nous suivre à distance. Je m'appelle Anne Baumeister, je suis ravie d'animer cet après-midi avec vous. Je reconnais quelques têtes parce que ça fait quelques années que je viens animer cette journée avec grand plaisir. Alors avant de commencer, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables et vos montres connectées en mode silencieux, voire de les éteindre. Merci beaucoup. Alors, comme lors des éditions précédentes, nous allons échanger autour d'une thématique centrale. À la différence que cette année, comme Éloi l'a rappelé, notre Alumni Day fait partie intégrante de la 2e édition du festival Ecopos. Depuis jeudi, à la Cato sont succédés conférences, salons du livre, animations, ludiques, immersives, etc. Bref, un voyage extraordinaire vers le futur qui se poursuit jusqu'à demain. Donc n'hésitez pas, il y a encore de nombreuses animations jusque demain. Profitez-en. D'autant que cette édition s'inscrit, comme Éloi l'a également rappelé, dans l'anniversaire de la Cato qui fête ses 150 ans. Donc tout un programme. Mais cet après-midi, c'est un véritable voyage à la découverte des océans que je vous invite. Quelles sont les évolutions, les ressources existantes, les mesures prises ou encore les innovations développées pour protéger cet écosystème capital pour notre belle planète. Nous allons parler de tout ça avec nos intervenants, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Julien Castelin, responsable d'un master destiné à former des spécialistes du traitement et de la revalorisation durable de sites pollués, nous expliquer comment l'eau, avec un grand E, s'intègre dans les formations Junia Issa. Julien. Alors, je vais vous donner... Voilà. Oui, vous pouvez prendre l'autre. Et allez-y, vous pouvez... Et je vous donne aussi la zapette pour votre présentation. Voilà, je vous en prie. Bonjour à tous, je suis donc Julien Castelin. Je ne suis pas seul sur scène, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Junias, un de mes anciens étudiants. Je vais vous parler d'un master qu'on a démarré en 2013. Et bien, Junias est un des premiers étudiants de cette formation. Et aujourd'hui, j'ai la chance qu'il travaille avec moi sur ce master depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc voilà, je suis Julien Castelin, je suis responsable de ce master et c'était un petit peu l'idée de Marie de nous inviter. Donc je voudrais remercier Junia Alumni et Marie en particulier d'avoir proposé cette intervention pour, à notre humble niveau, expliquer en quoi on forme des étudiants sur la thématique eau. Alors, ce n'est pas forcément la thématique océan, mais sur la thématique eau. Ah non. Du coup, les slides passent... Alors, normalement, sur le petit bouton vert, ça devrait aller. Peut-être encore un ou... Non, alors dans l'autre sens. Ok. Hop, et non. Non. Alors, où sont les slides? Les slides n'ont pas été intégrés. Aïe. Alors, on est en train de regarder. Ça va s'arranger.
Sinon, vous pouvez déjà parler un peu du premier, puis je pense qu'ils vont peut-être s'intégrer. Si on peut reprendre la main. Oui, absolument. Donc, un master qui s'appelait Sustainable Management of Pollution, qui s'appelle maintenant Environmental Science and Pollution Management. Donc, c'est un master international qui a été démarré en 2013. C'est bon. Et l'idée, voilà. Oui, c'est bon. Et donc, voilà, hop, on va démarrer. Je vais mettre sur le côté, sinon ça va être compliqué. Donc un master lancé en 2013 à une époque où Junia, à l'époque groupe HEI Saïsen, avait pour volonté d'internationaliser un petit peu les parcours de formation, et un master qui se basait sur une longue expérience de l'ISA à l'époque, donc sur l'organisation d'un programme Erasmus international qui a tourné pendant une quinzaine d'années sur la thématique Pollution in Europe. Et donc, bien sûr, quand on parle de pollution, dans ce master, on a une approche globale de la gestion des pollutions sur différentes matrices, dont la matrice eau, qui va aujourd'hui faire l'objet de cette petite présentation. Donc voilà, pour faire court, on s'intéresse bien sûr à caractériser les problèmes de pollution, les sources de pollution, le comportement des polluants dans l'environnement, etc. Donc tout ce qui est plutôt diagnostic, mais aussi traitement sur différentes matrices, encore une fois. On a une approche qui est très orientée terrain, approche par le faire, learning by doing, avec des projets, avec des études de cas, avec des cas réels donnés par des entreprises ou des labos. Les orientations pour les étudiants diplômés, donc, dont Junias qui est donc ici Junia Alumni, plutôt recherche, ce qui est le cas de Junias, qui a poursuivi avec une thèse dans le domaine du traitement de l'eau, ou entreprise, donc plutôt pour rejoindre des bureaux d'études et de conseil dans le domaine de l'environnement ou des laboratoires de recherche. Donc interculturel, oui, parce que on est sur des promotions d'étudiants internationaux. Cette année, dans notre promotion de M1, on a 12 nationalités différentes, donc c'est quelque chose de très riche, de très dynamique, et une centaine de Junia Alumni sur ce master. Et donc, dans ce master, on a plusieurs modules hauts. Je laisse la parole à Junias, puisque c'est lui qui est en charge de ces modules-là. Donc, pour le module eau, il a un grand objectif de transmettre les connaissances, surtout dans le traitement de l'eau et aussi dans la gestion des ressources en l'eau, afin de valoriser l'utilisation responsable de cette ressource vitale. Le module eau compte 9 crédits, donc 9 ICTS. Donc, en deuxième semestre du Master 1, c'est le plus grand module qu'on a dans le maquette. Et on a plusieurs thématiques, plusieurs unités d'enseignement. On a des unités d'enseignement qui focalisent sur le traitement de l'eau usée, aussi de l'eau potable. Donc là, on voit toutes les techniques, on utilise les techniques chimiques, biologiques et physiques. Aussi, on voit aussi les thématiques avancées. Aussi, on a aussi un cours qui focalise sur les techniques low cost, parce que, comme Julien a présenté, on a pas mal d'étudiants qui viennent du pays sous-développés. Donc, c'est intéressant aussi de présenter cette partie des techniques low cost. Aussi, on a des unités d'enseignement qui focalisent sur la gestion de l'eau, donc l'eau surface et aussi l'eau pluviale. Et on regarde aussi le enjeu climatique. Oui. Donc là, on a une approche vraiment pratique. Il y a des travaux pratiques, les études cas réels que les étudiants travaillent dessus. On fait pas mal de visites industrielles aussi dans les stations d'opération, juste pas pour donner aussi des étudiants le côté pratique, en plus des notions théoriques qu'ils ont déjà abordées dans les classes. On a aussi des partenariats universités, donc aussi à Ghent, Université de Ghent, il y a les laboratoires pour l'eau industrielle et aussi des écotechnologies. Et on a cette forte collaboration avec eux. Et on s'inspire de nos voisins. Donc, on fait des études, les séjours aux Pays-Bas pour une semaine. Et je pense que c'est aussi une des highlights du programme. Absolument. Donc, c'est aussi ce qu'on aime bien faire dans ce parcours-là. C'est un parcours international qui s'adresse à des étudiants internationaux comme l'était Junias, mais aussi à des étudiants français qui suivent ce parcours-là. Et on a pas mal de raisons de s'inspirer de ce que font nos voisins en matière de gestion des eaux, et en particulier, par exemple, les Pays-Bas, quand on pense gestion des eaux de surface. Donc, c'est un séjour d'études qu'on organise tous les ans pour nos étudiants de Master 1 dans 3 provinces des Pays-Bas. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir les acteurs du domaine de la gestion des eaux, donc l'équivalent des agences de l'eau, là-bas, les waterboards, les provinces, les centres d'expertise des entreprises. Donc, on a un programme très riche
J'ai mis ici en bas tous les logos, donc à la fois universitaires, Waterboard, des agences de l'eau, des entreprises, le Water Campus CW à Leeuwarden, qui est la capitale européenne de l'eau, si vous l'ignoriez. Et donc voilà, l'idée c'est de faire un point vraiment sur voilà, rôle et responsabilité sur la gestion des eaux de surface, tant en termes de qualité, bien sûr, ce qui nous intéresse, mais aussi de quantité, puisqu'ils sont assez soumis à des enjeux de montée du niveau des eaux, et donc par rapport aux risques que ça peut représenter. Et donc avec tout un tas d'enjeux sur la production des d'eau potable, des zones de conservation de la nature, de la gestion des sédiments aussi, bien sûr, et les pollutions humaines. Donc, et on va introduire cette année un programme, on s'appelle le Blended Intensive Programme. Donc, c'est un programme financé par le EU, donc un programme Erasmus. Ça regroupe au moins 5 universités. Donc, on va regrouper au moins 5 universités sous le campus de Junior. Donc, c'est nous, l'institution d'accueil. Donc, on a des partenaires du Milan, 2 universités de Milan. Une université à Dresden et aussi notre université du Czech Republic. Le but, c'est qu'ils vont nous envoyer les étudiants. Donc, on va accueillir environ 20 étudiants qui viennent de cette université-là. Et pendant une semaine, on va bosser sur les thématiques l'eau, donc les techniques appliquées pour le traitement de l'eau usée, aussi l'eau potable. Et avec cette rencontre, ça va favoriser la collaboration internationale et aussi aider nos étudiants à construire déjà le réseau avant qu'ils terminent les études ici. Donc, c'est une nouveauté qu'on introduit cette année. Et puis, quelques slides, mais je vois qu'on est déjà assez avancé dans le temps, pour dire qu'on parle aussi de l'eau dans les autres cursus Junia, en particulier dans le cursus ingénieur ISA, avec en première année et deuxième année du cycle ingénieur, ces différentes notions qui sont abordées, différents modules qui sont abordés. Un petit focus ici sur une des approches un peu gamifiées qui s'appelle GIRO, sur la gestion intégrée de la ressource en eau, donc GIR, qui est réalisé par un collègue de Junia, où les apprenants forment un bureau d'études chargé de réaliser un plan de gestion pour l'eau avec une évaluation économique. Et 2 slides pour terminer, pour vraiment faire le lien, parce que c'est un peu l'idée, hein, bien sûr. On forme des étudiants pour qu'ils s'intègrent dans le monde professionnel. Donc ici, l'idée de faire un peu du lien avec le monde de l'entreprise, de la recherche et la professionnalisation de manière générale. Et j'ai ressorti quelques exemples en fait, de stages de fin d'études, de thèses réalisées dans ce domaine-là. Il y en avait énormément. Quand on parle de l'eau, c'est vraiment très très large. Et donc voilà quelques exemples ici d'étudiants et d'étudiantes en l'occurrence. Il n'y a que des filles ici qui ont réalisé donc leur stage essentiellement dans des bureaux d'études et de conseil, dans des associations, dans des agences de l'eau, dans des entreprises de services à l'environnement. Et voilà un peu les thématiques. Donc avec des thématiques un peu les hot topics qui commencent à arriver sur les microplastiques, les nanoplastiques, les PFAS, les polluants émergents, les pharmaceutiques, etc. Donc voilà, quelques exemples ici. Et puis enfin, pour terminer, pour mentionner qu'il y a un partenariat donc, avec le Career Center et notre relation entreprise de Junia avec Veolia. Et donc voilà, ça permet un lien assez fort, en particulier avec cette entreprise-là, pour des visites, pour des stages de fin d'études, avec les sujets qui sont indiqués ici. Et voilà qui met un terme à cette présentation en 10 minutes. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. De toute façon, si vous avez des questions, on pourra vous retrouver après la conférence et vous pourrez y répondre avec précision. Oui, vous pouvez laisser les micros ici. Ça va être pour nos intervenants. Merci beaucoup. Alors, je vais le mettre là. Il ne faudrait pas que ça tombe. Voilà. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Combien d'écoliers ont récité ce vers de Baudelaire? Pourtant, elle a du plomb dans l'aile, notre histoire d'amour avec l'océan. Réchauffement, acidification, blanchiment des coraux, pollution sonore, effondrement de la biodiversité. Les océans souffrent de nos dérèglements. Si vous avez un doute, je vais vous lister quelques chiffres. Seulement 8% des océans sont protégés en dessous de l'objectif de 10% qui avait été fixé par les États à la Convention sur la diversité biologique. Plus de 30% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités. 15 tonnes de plastique, soit l'équivalent d'un camion poubelle, sont rejetées chaque minute dans les océans.
Et en 50 ans, 50% des récifs coralliens ont disparu. Ces chiffres nous obligent et il faut agir. Il y a urgence. Alors ça va commencer maintenant avec les invités de notre table ronde. Et pour plonger dans les abysses de cette crise bleue, j'ai donc le plaisir d'accueillir Sophie Jourdain-Verceletto, qui est co-gérante de l'entreprise à mission Kéros, co-présidente du fonds d'intérêt général Explore. Bonjour Sophie, mettez-vous où vous voulez. Moi, je vais mettre au milieu, mettez-vous où vous voulez. Arthur Collier, ingénieur environnement avec spécialisation en biologie marine, vidéaste et créateur du collectif Les Argonautes. Xavier Harlet, directeur Ifremer, Centre Manche-Mer du Nord. Bonjour, installez-vous. Et enfin, Pierre Cresson, écologue marin dans le laboratoire Ressources halieutiques. Alors, c'est un adjectif qui fait référence à la science des pêches, au sein d'Ifremer, Centre Manche-Mer du Nord. Bonjour, je vous laisse vous installer ici. Je vais me mettre au milieu. Alors, on a 2 micros. Je vais en mettre un à ma droite. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous les partager. Un à ma gauche. Voilà. Donc, avant de démarrer, parce qu'on a préparé ça ensemble, on a des sujets très intéressants à aborder. Je vais vous demander en quelques mots de présenter votre activité pour planter un petit peu le décor. Sophie ? Eh bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici. Alors, moi, je viens de la Bretagne. Donc, je suis très, très contente de venir vous retrouver ici. On a beaucoup de choses en commun, notamment la fibre de lin. Mon activité avec mon mari Roland Jourdain, qui est navigateur, coureur au large, Vendée Globe, Route du Rhum. Moi, j'ai dirigé le Vendée Globe. Et ensemble, on a décidé de faire un pas de côté et de ne plus utiliser l'océan juste pour faire des courses ou naviguer dessus, mais de le prendre comme un terrain de vie avec des activités terrestres qui l'impactent. Et donc, on a décidé de développer au sein de notre activité un bureau d'études dédié aux biomatériaux, notamment remplacer les matériaux issus de la pétrochimie par des matériaux plus naturels, des analyses de cycle de vie, de l'éco-conception. Et en fait, on a eu envie aussi, en tant qu'entreprise, d'être acteur de notre société en créant un fonds d'intérêt général qui s'appelle Explore et qui accompagne, qui accueille et avec lesquels nous développons tout le sujet du comportement, l'usage, mieux comprendre en quoi le vivant est important pour modifier nos façons de pratiquer. Et c'est des explorations qui s'appellent Under the Pole, Plastic Odyssey, Captain Darwin ou Living Soil et le Low-Tech Lab. Voilà, rapidement. Merci, mais de toute façon, on va revenir sur justement ces biomatériaux, etc. au cours de la conférence. Alors, Arthur, vous êtes un ancien diplômé, ISA, décembre 2019, si je ne me trompe pas. Tout à fait, décembre 2019. Alors, comment 6 ans plus tard, on en vient à s'engager pour les océans ? Alors, moi, c'est vrai qu'à la base, l'ISA n'avait pas pour vocation de me diriger vers la biologie marine. Je m'y suis intéressé au cours de mes stages de fin d'études que j'ai pu réaliser pas très loin de chez vous, finalement, à Nausicaa, donc à côté de la station de l'Ifremer, où j'ai été en charge de différents projets qui m'ont fait vraiment tomber amoureux d'un nouveau monde, d'un monde qui mêlait à la fois ma passion pour le vivant, ma passion pour la science-fiction, avec des formes de vie complètement différentes de ce à quoi j'étais habitué. Donc je me suis dirigé vers ce milieu-là, sauf que, bon, boum, juste après décembre 2019, Covid. Donc j'ai pas pu trouver du boulot tout de suite. C'est ça qui m'a permis aussi de me diriger vers un chemin moins conventionnel. Donc je me suis engagé pour une association au Mexique, où j'ai fait du volontariat pendant 2 mois au contact des requins-baleines, où là c'était vraiment un programme d'études des requins-baleines. Et bon, moi, ça m'a beaucoup plu. Apparemment, je leur ai plu aussi, puisque je suis resté 2 ans finalement dans ce programme. Donc, ça m'a permis d'appréhender la mer sous un autre regard, de côtoyer des animaux complètement incroyables au quotidien. Et finalement, c'est en partageant mes expériences avec ma famille, qui n'a aucun lien avec l'océan, que je me suis rendu compte du pouvoir des images, du pouvoir de la vidéo sur les gens, sur les mentalités. Et donc, c'est ça qui m'a permis, en rentrant en France en 2023, de me spécialiser dans la vidéo, avec aussi ce rêve d'enfant, je pense, de vouloir faire des documentaires National Geographic. Bon, on n'y est pas encore, mais on espère un jour.
Et donc voilà, aujourd'hui, je suis vidéaste. J'ai créé il y a 1 an une structure qui s'appelle le Collectif des Argonautes, qui a pour objectif vraiment d'accompagner tout type d'acteurs de la mer dans leur communication, dans leur rayonnement, dans leur impact. En fait, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la mer et ses acteurs ont énormément d'histoires à offrir. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est les porter aux yeux du public, de leurs partenaires aussi, puisque la communication ne va pas servir qu'un but de sensibilisation. Donc voilà, c'est un parcours atypique, mais voilà comment on se retrouve 6 ans après l'ISA dans le monde de la conservation marine. Merci. En tout cas, un parcours qui démarre et qui est très intéressant et plein de promesses. Xavier, vous êtes titulaire d'une thèse en écologie marine. Vous êtes directeur du centre Ifremer depuis 1 an et demi. Quelques mots sur votre parcours. Vous avez aussi travaillé avec des pêcheurs, donc vous connaissez différents volets de ce monde. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai un parcours d'universitaire à l'origine. Donc j'ai fait une thèse en écologie marine il y a quelques années sur les larves de poissons. Et puis j'avais une envie aussi de découvrir les différentes parties de la mer et de découvrir les différents métiers aussi. Donc j'ai travaillé effectivement pendant plus de 4 ans dans une organisation de producteurs, avec des pêcheurs au quotidien pour apporter moi la connaissance scientifique que j'en avais et puis intégrer la connaissance de terrain des pêcheurs et faire ce lien entre recherche, science et le monde professionnel de la pêche. Et puis le parcours m'a mené un petit peu en Irlande pour continuer à travailler aussi sur le milieu marin et notamment sur la baudroie et sur les filets fantômes. Et puis, un petit mot pour expliquer les filets fantômes, peut-être. Oui, alors les filets fantômes, c'est malheureusement les filets qui sont perdus lors d'une activité de pêche. Et ces filets gardent une capacité de pêche qui peut aller de quelques années à quelques dizaines d'années. Et au-delà de cette capacité de pêche aussi, c'est des organismes c'est des structures, les filets vont aller se poser sur des coraux froids, par exemple, au large de l'Irlande, et vont casser ces coraux froids, et donc on perturbe l'écosystème. Donc il y avait tout un travail de recherche, d'aller rechercher ces filets. Et puis la plus grosse expérience que j'ai eue avant d'arriver au sein du poste de directeur du centre Ifremer de Manche-Mer du Nord, c'est pour les aires marines protégées. Donc j'ai travaillé pour l'Office français de la biodiversité pendant 15 ans, pour créer un parc naturel marin ici au large de nos côtes de Manche. Et donc le poste de directeur, pour finir très rapidement, j'ai coutume de dire que je suis là, c'est un rôle plutôt administratif, mais pour aider les chercheurs justement à mener leur recherche le mieux possible. Donc je suis là pour que l'électricité soit dans les prises, entre autres, mais c'est aussi du relationnel et aller au contact des entreprises, de la région, des collectivités, pour faire connaître le travail de nos chercheurs, des chercheurs qui sont au sein de l'Ifremer, et puis valoriser tout ce travail et aller, avec les acteurs, mener des projets de recherche. Merci. Alors Pierre, justement, Pierre, vous êtes chercheur. La transition est toute faite au sein d'Ifremer. Vous avez également édité une thèse. Un petit mot sur votre parcours? Du coup, je bénéficie du travail de Xavier pour avoir de l'électricité dans mon bureau. Merci, Xavier. Ça aide. Ouais, moi j'ai fait donc une thèse de doctorat en 2014 avec Marseille Université. Je crois qu'en fait j'ai toujours voulu être chercheur depuis que je suis tout gamin. Alors j'ai eu des phases. J'ai commencé archéologue. Au moment de Jurassic Park, j'ai voulu être paléontologue. Il y a plein de trucs. Et en fait, avec du recul aujourd'hui, je me dis que ce qui compte c'est la démarche. La démarche de recherche, elle est toujours la même, quel que soit le sujet. Et pour rejoindre ce qui a été dit avant, moi je suis un enfant de Thalassa et de l'Odyssée du commandant Cousteau. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le marin. Et je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on s'investisse en tant que chercheur pour faire connaître ce milieu marin, parce que nous sommes des animaux terrestres, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des mammifères terrestres. Des mammifères marins, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même pas la majorité. Et du coup, on a beaucoup d'a priori qui sont faux sur le milieu marin, plein de choses sur lesquelles nous on voit les choses avec notre vision de mammifères terrestres et on se trompe. Et il y a beaucoup de catastrophes qui ont eu lieu par le passé. Je pense notamment à l'effondrement de la morue de Terre-Neuve, une espèce assez symbolique, assez importante. Et puis il y a une catastrophe très importante, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui
Et là, parce que on a, alors, faut pas non plus avoir un regard anachronique, mais de par le passé, on s'est trompé. Les gestionnaires se sont trompés sur plein de trucs parce qu'ils ont compris ce fonctionnement-là avec des yeux d'animaux terrestres. Et il y a un rôle aujourd'hui, je pense, de la science, de parler au grand public, d'expliquer ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'investis pas mal dans des activités de vulgarisation, de transfert des connaissances au grand public, pour justement essayer de casser ces fausses bonnes idées. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en casser quelques-unes cet après-midi. Ben, on espère aussi. Merci. Alors justement, une autre personne qui essaie aussi d'alerter et de vulgariser, elle était sur France Inter le 19 septembre dernier. Isabelle Autissier, dans l'émission La tête au carré, a déclaré « Si l'océan meurt, nous mourrons aussi ». Alors la formule est violente, elle a été reprise dans les médias, mais elle est plutôt juste. Quand on a préparé, vous m'avez tous fait part de vos inquiétudes. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous inquiète fortement? Je sais que vous avez des sujets un peu différents. On démarre peut-être par vous, Arthur. Alors moi, mes inquiétudes vont être beaucoup plus basiques, moins techniques, mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, comme je disais juste avant, je suis d'une famille qui n'est pas du tout liée à l'océan de quelconque façon. Et je me suis rendu compte finalement, moi, en apprenant à connaître l'océan, qu'il y avait un manque d'intérêt, une ignorance, un manque de connaissances vis-à-vis de l'océan. L'ignorance ne me dérange pas tant que ça, c'est vraiment le manque d'intérêt qui m'inquiète. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui dépend de l'océan, que ce soit pour notre climat, pour notre agriculture, donc pour notre sécurité alimentaire. Et au final, on continue de penser que cet océan n'est qu'une immensité déserte. Donc, moi, ça va être ma principale source d'inquiétude et c'est ce vers quoi j'essaie de m'engager, c'est vraiment répandre des connaissances pour démystifier un monde dont on dépend directement. Merci. Alors, avant de passer la parole à Sophie, je tiens à rappeler qu'il y a un micro qui circule dans la salle. Si vous avez des questions, on peut les prendre au fil de l'eau, on peut rebondir. Et il y a également un chat qui est disponible. Et vous pouvez aussi envoyer vos questions et on les prendra au fil de l'eau. Si on a envie d'être interactif, il n'y a aucun problème. Sophie, alors il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent, mais en priorité. Oui, alors plus qu'une inquiétude, c'est une attention qui est portée sur le sujet de la compréhension. Et on en parlait tout à l'heure, on a tendance à vouloir évacuer le sujet parce qu'il peut être anxiogène, il fait peur. Et je pense que l'attention doit être importante et forte. En fait, il ne faut pas en avoir peur. Et il faut se dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des actions possibles. Et il ne faut pas nier les discours qui ne sont pas des discours alarmistes, qui sont juste des discours qui posent le sujet. Et en fait, il serait intéressant plutôt de le prendre comme une responsabilité sans culpabiliser et de se dire mais finalement c'est extraordinaire parce qu'on va peut-être avoir plein de choses à faire et à explorer et c'est plutôt positif. Donc voilà mon attention plus que mon inquiétude. Merci. Xavier et Pierre, je sais qu'en discutant, vous vous rejoignez sur cette inquiétude, en tout cas ce qui vous interpelle. C'est, si je résume un peu, à l'heure actuelle, il y a quand même des millions d'espèces marines qui passent totalement sous les radars, qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas considérées. On met souvent en avant les tortues, les requins, les baleines. Enfin, voilà, ces espèces qui font rêver, qui ont un côté magique, mais quid des autres? Alors je sais que tous les deux, c'est quelque chose qui vous interpelle. Xavier? Effectivement, ça aussi c'est un peu le recul de l'expérience que j'ai avec dans la création du parc naturel marin, où on a dû mener énormément de concertations avec l'ensemble des acteurs qui va sur l'eau à un moment donné ou un autre, ou en tout cas qui en bénéficient. C'est d'utiliser des superlatifs tout le temps, de dire c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est merveilleux, etc. Et se dire, mais moi au bout de ces 15 ans, je me suis dit, mais reviens un peu à des choses simples. Enfin, il y a la biodiversité ordinaire. Et cette biodiversité ordinaire fait que cette biodiversité extraordinaire, si on peut la qualifier comme ça, elle existe. Donc, on en parlait tout à l'heure sur le parc naturel marin. Ici, si je vous pose la question, quelle est l'espèce qui vous est emblématique, tout le monde va me dire le phoque. J'espère que je ne me trompe pas. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a, peut-être que vous ne savez pas, il y a des ça y est, j'oublie le nom.
Des hippocampes, voilà. Il y a des hippocampes qu'on peut trouver sur nos côtes. Et puis, il y a tout simplement des petits oursins, ou le plancton, juste le plancton, qui fait que, effectivement, on retrouvera toute la biodiversité et les activités qui peuvent en découler, et notamment la pêche. Pierre, oui, donc une vision écosystémique. Complètement. Et en fait, moi, j'avais envie de... Alors, c'est un test que je fais quand je fais des confs. Celles et ceux parmi vous dans la salle qui ont déjà entendu parler du GIEC, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Le GIEC. Est-ce que ça vous parle, le GIEC? Ah, on est dans une salle d'avertis. Ouais. Bon, le GIEC, c'est Tant mieux. l'organisme international sous mandat de l'ONU qui gère les questions relatives au changement climatique, ce qui permet de rappeler à toutes fins utiles que le changement climatique qui a commencé est d'origine humaine. Tous ceux, politiques, journalistes, décideurs qui disent le contraire se trompent ou ont un agenda derrière. Mais aujourd'hui, la science est formelle, le réchauffement climatique est d'origine humaine. Deuxième question, qui a déjà entendu parler de l'IPBES? L'IPBES. Il y a une main qui se lève au fond de la salle, les intervenants. Et est-ce que cette personne avait aussi entendu parler du GIEC? Ouais. Oui, ok. Et en fait, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et votre réaction, ne vous inquiétez pas, c'était la réaction que j'attendais. Ça montre bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, les questions climatiques, le carbone, les bilans gaz à effet de serre des entreprises, c'est quelque chose de classique. Alors on en parle, l'action, ça peut être peut-être plus discutable, mais ça fait partie maintenant d'un mode de pensée. La biodiversité, c'est un impensé, c'est un angle mort complet des transitions, parce que c'est complexe, effectivement, il y a des multiples interactions, il y a beaucoup d'espèces, il y a des proies, des prédateurs, il y a des boucles de rétroaction, c'est compliqué, mais il n'empêche que c'est central, et c'est la biodiversité qui fait que nous respirons, c'est la biodiversité qui fait que nous mangeons, que nous soyons végétariens ou mangeurs de protéines carnées, c'est de la biodiversité. Nous nous vêtissons de coton, de lin, c'est de la biodiversité, etc. Donc, le problème climatique, il est extrêmement important. La problématique de la biodiversité, elle l'est encore plus. Et l'effondrement de la biodiversité, également d'origine humaine, dans lequel nous sommes rentrés, pose des conséquences encore plus graves pour la survie de notre espèce. Donc, c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. Et le deuxième point, c'est aujourd'hui cette forme de remise en question de la science. Quand la science adresse ces messages, qui sont certes inquiétants, mais qui sont factuels, on a une remise en question, on a une dénégation, on sous-entend que les messages ne sont pas bons, sont militants, sont engagés. Et là, il y a aussi des vrais problèmes qui vont jusqu'à des menaces physiques sur certains collègues. Et c'est un deuxième problème aujourd'hui face auquel nous sommes confrontés. Oui, alors ça, on l'avait évoqué, on va y revenir après. Mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, justement, sur cette peut-être invisibilité pour la sauvegarde des océans. Donc, en préparant, j'avais repéré quelques chiffres. Et il y a eu une conférence sur les océans qui a eu lieu en juin dernier aux Nations Unies. Et il en est ressorti que la protection des océans recevait moins de 1% des financements philanthropiques qui étaient dédiés au climat. Donc, je parle bien des financements philanthropiques qui sont dédiés au climat. Mais il y en a une énorme partie qui va peut-être aller sur les arbres, je ne sais pas. En tout cas, il y a moins de 1% qui va sur la protection des océans. Donc, on s'aperçoit que c'est peu, voire extrêmement, extrêmement peu. Donc, comment on pourrait faire pour mobiliser davantage? On va peut-être soulever des pistes. Arthur, quand on a préparé, là, vous avez dit aussi que vous étiez vidéaste parce qu'il y avait des choses qui vous parlaient, vous aviez envie de faire des documentaires. Quand on a préparé, vous m'avez expliqué que vous aviez vu pendant le confinement le documentaire La sagesse de la pieuvre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle, ce documentaire. Ouais. Alors, c'est assez particulier, c'est vraiment très bien filmé et surtout très émouvant. Si vous pouvez le voir, je vous invite à le regarder. Mais est-ce que ça peut être un moyen, par exemple? Et je précise que ça a été oscarisé quand même comme documentaire. Oui, justement, le fait que ça a été oscarisé, je pense que ça a donné beaucoup de visibilité à ce documentaire. C'est un documentaire qui a aussi reçu des critiques pour avoir peut-être un peu trop embelli une histoire entre un animal et un plongeur. Une histoire d'amour en plus. Tout à fait. Comme ça, hein. Mais il n'empêche que cette histoire, je pense qu'elle a le pouvoir d'inspirer. Moi, elle m'a inspiré. J'étais littéralement en confinement à Nice, donc je travaillais dans une entreprise derrière un bureau pendant un an avant de partir au Mexique. Et c'est en regardant ce documentaire que j'ai eu ce déclic en me disant il faut que je sois en mer, il faut que je sois témoin, peut-être pas de ces histoires exactement,
mais il faut que je sois témoin des histoires des personnes qui s'engagent pour la mer, des scientifiques. Il faut que je vois tout ça de mes propres yeux pour voir comment je peux faire quelque chose, parce que je ne sentais pas que je pouvais réaliser de grands changements là où j'étais à ce moment-là. Donc pour moi, aujourd'hui, la communication, ça peut être des documentaires, ça peut être la communication aussi tout simplement des personnes qui s'engagent pour la mer, qui étudient le milieu marin. Pierre en parlait juste avant sur le pouvoir de la médiation scientifique, de la communication scientifique. Ça, c'est un vrai rôle. Après, derrière, cette communication, elle doit être suivie d'engagement de la part des institutions publiques, de la part de certaines entreprises. Voilà, c'est vraiment une collaboration qui doit se faire au fur et à mesure. Mais je pense que les histoires, aussi embellies qu'elles soient, elles ont un rôle pour nous inspirer dans ce combat. Et est-ce qu'on pourrait aussi s'appuyer sur la renommée, sur l'impact que peuvent avoir des influenceurs sur les réseaux sociaux pour essayer de lever des fonds et intéresser davantage? Oui, tout à fait. Et les personnalités peuvent être assez larges, parce qu'aujourd'hui, on va voir des personnalités comme, si je prends un exemple très parlant pour la biodiversité en général, on a un acteur comme Leonardo DiCaprio, je pense, qui a mis en lumière beaucoup de problèmes sur la biodiversité, notamment sur la biodiversité terrestre. En revanche, on va avoir aussi des personnes aujourd'hui, tant qui vont parler à des générations peut-être comme celle de mes parents, mais aussi à des générations comme celle de mes petits frères, par exemple, qui vont être donc des types de personnalités différentes. Moi, je pense à des influenceurs, des créateurs de contenu, des youtubeurs, qui vont aujourd'hui, je pense, eux, dans une optique de gagner de l'audimat, d'intéresser avec des sujets peut-être un peu plus sexy, ils vont aller aussi s'orienter vers des sujets qui sont des causes, qui portent vraiment des vraies valeurs. Et moi, ça a été le cas. Aujourd'hui, je suis un gros consommateur de YouTube et je vois de plus en plus de créateurs de contenu qui s'engagent pour des sujets, pas forcément pour l'océan, mais des sujets sociaux, des sujets environnementaux. Et je pense que ça a le pouvoir aussi de faire évoluer certaines mentalités. Bouger les choses. Pierre? Je crois qu'on se confronte là à ce que je disais au début, c'est-à-dire que nous sommes des animaux, des mammifères terrestres, et l'océan, c'est froid, c'est humide, on n'y respire pas, donc c'est inhospitalier. C'est très compliqué d'y aller. C'est vaste. C'est vaste. On dit tout le temps, on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans, c'est vrai. On a eu un séminaire interne de l'Ifremer il y a 2-3 jours où on voyait les tracés de tous les trajets des bateaux de recherche sur le monde. Et en fait, il y a quelques tout petits endroits. Donc, il y a la dorsale au milieu de l'océan Atlantique, qui est un site privilégié. Il y a effectivement, les zones côtières sont très parcourues. Tout le reste de l'océan, c'est noir parce qu'on n'y va jamais. Et donc, il y a cet aspect-là aussi à franchir. Je pense que pour la plupart des Français, l'océan, c'est la limite. L'océan se limite aux bouées de baignade et aux quelques premiers centimètres qu'on peut voir en mettant un masque. On va chez Decathlon, on achète un masque, et puis voilà, c'est ça l'océan. Or, non, c'est bien plus vaste. Et on ne voit pas. Donc, tout ce qui se passe sous l'eau, toutes les pollutions, tous les impacts, ils sont cachés. Et il y a cette limite-là à franchir et à casser pour montrer aux gens l'importance à protéger l'océan, effectivement. Sophie? Quelques pistes pour mobiliser. La force du récit, comme vous le disiez, elle est formidable. Et pour activer l'esprit, il faut en fait pouvoir toucher au cœur. Et nous, on le voit avec notre fonds d'intérêt général Explore, c'est ce que l'on fait. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des mécènes qui sont en effet conscients de cela et qui nous permettent d'accueillir des explorations qui vont vraiment aller chercher notre cœur en nous montrant des images merveilleuses. Et ça commence comme ça. Et je suis complètement d'accord. Une fois qu'on a eu ça, il faut pouvoir montrer les possibilités, les pistes de pratique, de changement de pratique. Mais en tout cas, cette force du récit, elle est réelle. L'histoire de la pieuvre, c'est l'exemple, mais voilà, il y a énormément de gens qui ont pu être touchés par ce film. Et il faut absolument pouvoir contribuer à diffuser toutes ces merveilles qui sont proposées, présentées. Tu le disais, l'océan est quasi pas connu. Il y a des gens qui, quand même, vont essayer de le découvrir. Ils sont peu nombreux. Mais ceux-là, il faut les suivre, absolument. Et Xavier, voilà, l'océan, on l'a déjà dit, mais on le redit, c'est pas non plus que le documentaire sur les baleines qui va nous toucher. Vous avez travaillé sur la Baudroie, c'est pas forcément ce qui fait le plus envie.
Non, ben oui, quand on voit à quoi ça ressemble. Exactement. D'ailleurs, dans les poissonneries, on ne vendait que la queue. Parce que on retire le reste, parce que la tête n'est pas assez pas appétissant. Donc la lotte, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement. Oui, par rapport à ça, moi, ce que je vois aussi par rapport à mes expériences, c'est la force de la concertation, d'aller voir et expliquer aussi aux entreprises, aux pêcheurs, parce que là, c'est un gros travail qu'on a dû faire également. Même si Pierre le disait, on est dans un moment un petit peu particulier où la science, ou en tout cas les messages que ce soit de la science ou d'autres d'ailleurs, sont souvent remis en cause. Mais c'est de continuer et d'être toujours, avoir la foi qui nous anime et d'aller au contact et de continuer à expliquer et de continuer à montrer que ce n'est pas qu'une question de science et d'émerveillement, ce qui est important parce que c'est ça qui amène le message, mais ce qui est important, c'est l'acceptation et que tout le monde se l'approprie. C'est-à-dire que c'est une question, on est passé au-delà de la science, on est au sociétal maintenant. C'est-à-dire que c'est à nous, à vous, de se dire, mais est-ce qu'on est encore d'accord d'accepter de détruire des fonds potentiellement, ou de continuer à manger 3 espèces en France de poissons alors qu'il y en a plein d'autres qui sortent des filets. Voilà, c'est aussi à nous, alors c'est facile à dire, mais c'est ce comportement aussi de savoir quelle société on veut, parce que nous, scientifiques, ou nous, cinéastes et associatifs, on est là pour donner une vérité et un message scientifiquement posé. Maintenant, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir décisionnel, c'est du politique. Bon, ça, c'est peut-être facile à dire, mais c'est aussi à l'ensemble de la société. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il faut aussi qu'on soit responsable et qu'on s'engage. Mais comme vous le dites, il n'y a pas que nous. Alors, il y a un traité sur la protection de la biodiversité en haute mer qui a été ratifié par plus de 60 États. Donc là, on va parler un peu politique et qui va entrer en vigueur en janvier 2026. Alors justement, le monde politique affirme que pour la première fois, ce traité offre un cadre juridiquement contraignant pour protéger la biodiversité en haute mer. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'avec ce traité, une fois de plus, on va faire semblant d'agir? Parce que sincèrement, quand on voit ce qui ressort des COP 21, etc., c'est des beaux discours, ça a coûté énormément d'argent, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Xavier? Aïe. Aïe, aïe, ouais. Pas facile quand on est directeur de l'Ifremer. Non, mais même au-delà de ça, en tant que citoyen, il faut qu'on dépasse aussi ce fait de se dire, oui, il y a toutes ces instances, ils vont à travers le monde, il y a 150 personnes qui se réunissent, et le message derrière qu'on a souvent, en tout cas qu'on entend dans les médias, c'est il n'y a rien qui se passe et ça avance pas. Non, on voit, il y a des actions positives. On parlait tout à l'heure, alors certes, on n'a pas atteint les objectifs de protection des 10% qui étaient attendus, mais on est à 8. On est à 8. Voilà. Donc, mais donc c'est 30% oui, en 2030. 30% en 2030, 40% en 2040 voilà. Et 90% en 2050. On devrait être à 25, logiquement. Oui, donc voilà. Donc, alors, après, ça dépend les chiffres et ça dépend où on se positionne, mais effectivement, la réalité, c'est qu'on est aux alentours de 8 à 12% effectivement de protégés. Donc, moi, je vais plutôt voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on a déjà fait cette marche-là et on commence à avoir les bénéfices sur certaines aires marines protégées. Je pense par exemple à Banyuls, donc c'est assez proche de nous, où alors c'est une réserve qui est alors on a interdit toutes les activités dans le sud de la France, oui, dans le golfe de Lion, où on voit que cette réserve exporte. Donc les pêcheurs constatent, et donc la pêcherie artisanale, et au-delà aussi le tourisme, enfin voilà, toute la collectivité qui vit autour de la mer commence à en voir les bénéfices. Un peu plus près de nous, au niveau du parc naturel marin d'Iroise, en Bretagne, il y a tout un travail de concertation qui a été fait avec les pêcheurs de laminaires. Et les laminaires, donc les grandes algues qui servent notamment à faire de la gélatine pour les pâtisseries. Ce travail commence à aussi porter ses fruits, parce que
la production est courante, et puis elle s'est stabilisée. Enfin, voilà, il y a un vrai travail qui est fait. La langoustine aussi qui est protégée. Donc voilà, donc on voit des actions positives. Donc ces actions sont en cours. Là, effectivement, l'accord de pleine mer qui a été signé à New York récemment, voilà, on n'en est qu'au début, donc on ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais il y a au moins un objectif de se dire, il y a au moins 60 pays qui sont d'accord pour aller voir ce qui se passe et mettre un temps de pause. D'accord. Après, voilà. Ça devrait pouvoir porter ses fruits. Pierre, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? À mon sens, la grande différence entre ce que Xavier disait sur ces aires marines côtières, il y a Banyuls, il y a Port-Cros aussi, qui est un immense succès. C'est un bel exemple aussi. En fait, on ne va pas se mentir, on est français et on sait bien que ce qui marche, ça fait mal à le dire, mais c'est la peur du gendarme. Et ces aires marines, comme elles sont côtières et qu'il y a des moyens mis pour la protection, il y a des gardes qui sont là, qui sont sur l'eau régulièrement, qui font respecter les règles et qui rappellent à l'ordre, qui tirent un peu les oreilles en disant « là, votre filet, il est trop grand, là, vous n'êtes pas dans la zone, etc. » Le problème de la haute mer, c'est que comme son nom l'indique, c'est très loin, c'est très difficile de le surveiller. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur à faire respecter, à ce que ces mesures à cet endroit-là soient plus efficaces, juste parce que le contrevenant, personne n'est là pour vérifier qui contrevient. Oui, c'est factuel en fait. C'est très loin, donc très difficile d'y aller. Sophie ? Oui, je veux bien intervenir sur le sujet de nos politiques et de ce qui nous semble être finalement assez inefficace quand même. Alors, je relativiserai dans le sens où, moi qui travaille avec beaucoup d'entreprises, je me rends compte de plus en plus que ce sujet, notamment de la biodiversité, est intégré totalement dans les politiques des entreprises, même si, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément aujourd'hui des notions qui sont mises en avant par les entreprises, les chefs d'entreprise, mais il y a une vraie prise de conscience. Nous, par exemple, on travaille avec une banque qui a intégré dans sa feuille de route le sujet de la biodiversité, et on mène, nous, une action concrète. Donc, il y a une vraie feuille de route qui intègre ce sujet-là. Donc, en effet, on a un peu le sentiment d'une inefficacité totale, mais quand même, ayons en tête que finalement, de porter... Nous, on était à l'UNOC, à Nice, donc en juin. On a quand même vu qu'il y avait une prise de conscience, et pas qu'une prise de conscience, une responsabilisation sans culpabiliser. Je reviens toujours à ça, mais c'est essentiel. Et finalement, beaucoup de chefs d'entreprise se disant, mais moi-même, quelle que soit mon activité, je peux agir. Donc voilà. Merci. Alors justement, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit par rapport aux entreprises. En préparant, je lisais aussi une interview de François Sarano, c'est un océographe et qui s'est investi beaucoup pour la protection des requins en particulier. Il a commencé ses armes avec Cousteau, donc il connaît quand même le monde de la mer depuis de nombreuses années. Et il expliquait que malheureusement, ces traités sont souvent ratifiés par, entre guillemets, des technocrates qui ont envie de protéger les intérêts économiques plutôt que réellement le milieu naturel. Est-ce que parfois, vous, en tant que scientifique, vous avez l'impression que votre science, vos thèses, vos recherches servent d'alibi pour des intérêts économiques ? C'est très bien, parce que j'allais poser la question à Sophie de savoir concrètement quelle est la biodiversité qui est intégrée par les décideurs. C'est ce qu'on disait, il y a la biodiversité emblématique, les animaux doudous, ce qu'on met en peluche dans les chambres de nos enfants, les animaux qu'il y a dans les Walt Disney, donc Nemo, les dauphins, les baleines, ou les lions, raies, voilà, tout ça. Et en fait, il y a toute la biodiversité moche, guillemets, tous ces animaux qu'on ne veut pas voir, la tête de la baudroie, le blobfish qui a été dessiné, l'animal le plus moche du monde. C'est un poisson un peu gélatineux qui vit à plusieurs milliers de mètres de fond. Quand vous le remontez à la surface, il s'écrase sur lui-même. Effectivement, il est très moche. Moi, je travaille, je l'ai dit en arrivant, sur les parasites des poissons. Donc ça, c'est des petits vers qui grouillent à l'intérieur du bide des poissons, qui vous mangent de l'intérieur. Donc c'est hideux, c'est repoussant, mais ça fait partie de la biodiversité. Et tous ces animaux, toutes ces espèces jouent un rôle. Donc on ne peut pas protéger les dauphins et les baleines si ils n'ont plus rien à manger. Donc il y a cette volonté globale. Et donc, alors je n'ai aucune idée de ce qui est fait, donc c'est vraiment une remarque générale. Mais c'est là où peut-être cette compréhension scientifique de la biodiversité, qui est très complexe, qui est très difficile à transformer en indicateur, comme un bilan carbone pour le changement climatique. Il n'y a, à ma connaissance, pas de bilan biodiversité qui existe.
Donc c'est là où il y a peut-être une difficulté à transformer en action concrète un indicateur des entreprises de ce qu'on fait en sciences. Alors pour répondre, là en l'occurrence, le projet, c'est le sujet du plancton. Donc il ne s'agit pas d'aller voir un protégé, je ne sais pas quelle grenouille, enfin voilà. C'est le sujet du plancton en intégrant, alors avec la particularité d'essayer d'associer des acteurs différents. Donc pas que entreprises, mais en intégrant des enseignants, des élèves, la SNSM, des gens qui peuvent être aussi acteurs puisqu'ils sont aussi sur l'eau. En tout cas, je pense que c'est terminé ces sujets de protection d'une espèce plutôt qu'une autre, je pense. Je pense ça y est, on a passé cette étape-là et aujourd'hui, il y a une prise de conscience réelle du systémique des choses. Et donc, d'aller regarder le plancton, ça va aider potentiellement l'ours qui est à l'autre bout de la Terre. Et Pierre Molot, je ne sais pas si vous le connaissez, spécialiste du plancton, dit les sardines mangent des châtaignes. Donc voilà. C'est un article que vous m'avez conseillé de lire, donc je suis allée le lire. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ça se trouve très facilement. Vous tapez les sardines aiment les châtaignes, Pierre Molot, vous allez tomber sur cet article. Et ça vous donne vraiment la vision holistique, systémique. Et c'est vraiment très intéressant. Et je vous rejoins sur ce que vous dites. Quand vous dites SNSM, c'est les sauveteurs en mer. Voilà, vous voyez aussi une évolution. Ah oui. Et ce sont des acteurs comme beaucoup d'autres, comme les coureurs au large, puisque moi je viens de ce milieu-là. Il y a une prise de conscience réelle et chacun, avec encore une fois ses contraintes, va essayer d'intégrer ces sujets dans son activité pour améliorer son impact et donc y compris la SNSM qui a un double devoir. Vous connaissez la SNSM, ce sont des gens qui vont aller sauver les autres personnes en difficulté sur l'eau, qui ont des bateaux qui sont extrêmement impactants, d'une part, et donc voilà, ils travaillent déjà sur ce sujet-là, et qui ont aussi cette connaissance de l'océan et cet amour de l'océan qu'ils ont envie de partager. Donc voilà, une double mission. Vous pouvez prendre le micro. Pardon, je disais, c'est du carbone utile. Quand on consomme du carbone pour sauver des vies, on peut considérer que c'est utile. On peut faire une exception. Effectivement, merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, alors il y a un micro qui va pouvoir vous être apporté. Voilà, c'est Marie qui va vous le donner. Avant de poser la question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Le micro arrive, comme ça nous permet de vous situer. Merci. Bernard Cluzot, je suis sorti en 1980. Alors attendez, on ne vous entend pas. Je pense qu'il est allumé. Il faut juste le mettre sur votre menton. Ça devrait être bon. Ah oui, d'accord. Voilà. Bernard Cluzot, je suis sorti en 1991 d'HEI. Dans une filière plutôt informatique. On est très loin du monde maritime. Néanmoins, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Vous parlez beaucoup de la biodiversité, mais surtout de la faune. Et je voudrais apporter un peu un témoignage de ce que j'ai observé sur une région qui m'intéresse, qui est vraiment une région familiale, qui est le bassin d'Arcachon, où quand j'étais gamin, dans les années 80, je naviguais, je nageais, comme beaucoup. Et j'ai vu ce bassin beaucoup évoluer, se dégrader, bien que dans la région, les industriels, les collectivités aient tout fait pour que l'eau soit de plus en plus saine d'un point de vue bactériologique et autres, en mettant des réseaux sanitaires impeccables, y compris la grande papeterie de la Science du Pain qui a participé à assainir l'eau. Mais malgré tout, j'ai constaté que les herbiers disparaissaient de plus en plus. Et depuis 10 ans à peu près, il y a une accélération. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, à marée basse, le bassin est complètement découvert, un peu comme dans le fond des Abers en Bretagne et peut-être en baie de Somme. Et c'était vert. C'était vert et ces herbiers, ce sont aussi des refuges. Vous parlez des hippocampes, il y avait beaucoup sur le bassin Arcachon. Et là, cet été, comme tous les ans, j'y reviens. Et là, je me suis dit, mais c'est gris maintenant.
Quand j'étais gamin, à hauteur d'homme, je voyais mes pieds dans l'eau. Maintenant, quand j'ai l'eau au niveau du genou, je ne vois plus mes pieds. Pourquoi? Parce que les avions ont disparu. C'est une immense vasière et le substrat de la Terre n'est plus retenu. Donc, avec la marée, chaque fois, la Terre repart en suspension et augmente la turpitude de l'eau, qui fait que les herbiers meurent aussi parce que la chlorophylle n'est plus activée par l'opacité de l'eau. Et c'est un circuit fermé. Et ça, c'est un vrai sujet parce que je pense que ça touche beaucoup de zones côtières, lacustres en particulier, qui sont sources de vie. Et la faune a aussi besoin de la flore marine. Voilà, c'est un témoignage que je voulais faire. Merci pour cet exemple. Donc ça rejoint ce qu'on a dit, Pierre. Oui, bah, complètement. Vous mettez en avant l'aspect complexité de la biodiversité, c'est que tout est lié. Vous parliez des noisettes. Les noisettes mangent du plancton, c'est ça? Les châtaignes. Les châtaignes. Les sardines aiment les châtaignes. Il y a le truc inverse, des arbres au Canada qui mangent du plancton, parce que quand les saumons remontent les rivières, ils meurent, et donc c'est du transformation de plancton qui alimente les arbres. Donc évidemment, c'est complexe, et oui, bien sûr, la perte d'un maillon fait que tout l'écosystème s'écroule, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est multifactoriel. Aujourd'hui, les causes de perte de biodiversité en milieu marin global, le premier, c'est la pêche. Le deuxième, c'est la destruction des habitats. Donc, soit les aménagements côtiers, les ports, les choses comme ça. En troisième, c'est le réchauffement climatique n'arrive qu'en troisième. Ensuite, les contaminants chimiques. Ensuite, les introductions d'espèces. Et je ne suis pas expert de la zoostère, mais il me semble qu'il y a aussi un virus qui décime les populations. Donc voilà, il y a effectivement des problèmes multifactoriels et tout se mélange. Et très souvent, la combinaison de tous les facteurs, c'est plus que la somme des effets individuels, ce qui fait qu'on est sur des phénomènes complètement chaotiques. Et rapides, en plus. Ouais. Et relativement rapide. Alors néanmoins, il y a des innovations, il y a aussi des solutions. De toute façon, vous êtes là autour de moi pour également en parler. L'alarme est plus que sonnée, il est plus que temps. Vous êtes alarmiste, mais aucun de vous n'est défaitiste. Quand on en a parlé tous ensemble, c'est quelque chose qui est ressorti. Et vous avez effectivement vous avez des raisons d'espérer, et vous avez certainement des innovations que vous considérées comme remarquables ou porteuses d'espoir. Mais d'abord, j'avais envie de vous demander quelles sont vos raisons d'espérer, Arthur. Alors les raisons d'espérer, en fait, elles sont très simples. C'est juste quand on peut être témoin de la résilience de l'océan. En fait, ça paraît tout bête comme ça, mais l'océan, quand on lui laisse le temps de revenir d'entre les morts, si on peut dire comme ça, il va le faire. Alors certes, peut-être pas exactement de la même façon, il va peut-être pas revenir à un état initial tel qu'il était auparavant, mais quand on voit le résultat de certaines aires marines protégées, on a évoqué Port-Cros, on a évoqué l'Iroise, moi j'ai pu en être témoin aussi au Mexique, dans des réserves comme Cabo Pulmo, qui est une réserve très connue, qui était décimée par la pêche et qui, après la création d'une aire marine protégée par les mêmes pêcheurs qui décimaient les populations de requins, de poissons, etc., aujourd'hui, Cabo Pulmo, en je pense une trentaine d'années, c'est une augmentation de la biodiversité de 400%. Donc en fait, c'est ce genre d'innovations qui sont toutes simples, mais c'est juste comme on va avoir des parcs naturels sur Terre, en mer, de la même façon, identifier des zones d'intérêt, que ce soit des herbiers, des récifs coralliens, même la haute mer, mais identifier des zones d'intérêt qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. Ces zones vont permettre aussi d'avoir une résurgence de la biodiversité qui va avoir un effet de débordement et qui va permettre aussi de repeupler des habitats aux alentours. Donc, pour moi, ces raisons d'espérer, c'est tout simplement en prêtant un peu attention à certains événements qui ont déjà prouvé être vrais. Être efficace. Et la résilience de l'univers marin. Xavier ? Raison d'espérer. Surtout en tant que scientifique. Vous n'êtes pas, vous ne baissez pas les bras. Ah non, pas du tout. Non, mais une fois de plus, moi j'ai beaucoup en tête, parce que c'était là une grosse partie de ma vie dans les parcs naturels marins. C'est ce travail qu'on a eu, parce que je me souviens quand on a commencé, on parlait de recul stratégique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, on parlait du bassin d'Arcachon. Une des raisons de la disparition de la zoostère, c'est que on a accaparé de la surface, et donc on ne permet plus à la terre, à la mer, de respirer suffisamment correctement. Et donc, quand on commençait à parler de ça
je vous parle de ça, il y a 15, 17, 18 ans, pour la baie de Somme, on le disait en fin de réunion et on partait en courant, en exagérant. 15 ans après, on est dans cette mentalité-là. Il y a eu un changement, il y a eu un bascule, il y a une bascule qui s'est faite. On voit, et ce n'est pas que le Kidam, c'est les collectivités qui prennent en compte cette réflexion, qui se disent, mais oui, arrêtons d'avoir cette gabegie sur on va mettre des pierres, on va faire une jetée et on va reculer le problème de 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres. Il faut accepter de ne plus vivre contre, mais vivre avec. Et ça, c'est aussi une bascule qui s'est faite, et je pense que on est dans ce moment-là, et c'est ni noir ni blanc, il y a toute cette zone grise qui est peut-être difficile à vivre actuellement, mais on est en train de passer, et moi j'ai vraiment cet espoir, je sens qu'il y a cette possibilité. Sophie ? Eh bien, en complément, moi, ma raison d'espérer, c'est tout simplement que quand on va prendre conscience que ce qui nous arrive finalement peut être source d'opportunités, c'est excitant de se dire il va falloir qu'on fasse autrement, que l'on fasse un pas de côté. Quand on aura pris conscience de ça tous, ce sera formidable. Pierre ? Moi, je crois que c'est même pas une opportunité, c'est une nécessité. Sur les événements extrêmes, ce que dit le GIEC sur les changements climatiques, à 2 degrés de changement climatique, ce qui est la trajectoire actuelle et dans laquelle de toute façon on ne coupera pas, vous prenez un événement extrême, donc une tempête, une inondation, une sécheresse, qui arrivait normalement une fois tous les 50 ans avant le changement climatique. À plus de degrés, elle arrive 14 fois en 50 ans. Et si on est à 4 degrés, qui malheureusement est la trajectoire la plus plausible vu ce qui se passe aujourd'hui, cet événement, il arrive 40 fois en 50 ans. Donc en gros, ce qui devient l'événement extrême, c'est l'absence d'événement. Et les années où on n'aura ni tempête, ni sécheresse, ni machin, on se dit hey, tiens, c'était bien cette année, mais si on n'avait plus l'habitude. Donc voilà, l'action, elle est inévitable, elle est indispensable. En milieu marin, les actions, moi j'ai travaillé pendant ma thèse sur un système de récifs artificiels. Les récifs artificiels, c'est des maisons à poissons en fait, qu'on met dans l'eau pour recréer des habitats au sein d'une aire marine protégée, avec aussi la coopération de toutes les parties prenantes, donc les décideurs, les politiques publiques locales, les pêcheurs, les scientifiques. Et en quelques années, on voit des retours à des quantités de poissons exceptionnelles, à des grands poissons. Là aussi, c'est une particularité du milieu marin. Chez les poissons, c'est les plus vieilles femelles qui sont les plus fécondes. C'est aussi notre vision de mammifères terrestres, c'est difficile à appréhender, mais voilà. Il y a une hypothèse qui dit que c'est l'hypothèse MILF chez les poissons. Mais c'est le cas, en fait, les plus vieilles femelles pondent des plus gros œufs. Ouais, ça percute bien l'acronyme. Au moins, vous retiendrez bien. Au moins ça de la conférence. Et donc voilà, ça permet une restauration, ça permet d'alimenter les captures des pêcheurs, parce qu'au bout d'un moment, l'aire marine protégée, elle n'a plus de place, donc les poissons sortent. Ils se font capturer par les pêcheurs ou ils vont restaurer des zones adjacentes. Donc ça, c'est un cas qui marche bien, effectivement. Ça peut être une source d'espoir si on l'utilise correctement. Comme vous dites, si on l'utilise correctement, parce que quand on a préparé, vous avez expliqué aussi qu'il fallait mettre des limites. Si je fais un parallèle, lorsque par exemple, parfois on achète un livre, on va nous dire, voilà, si vous achetez ce livre, ça veut dire 2 arbres qui vont être plantés. Ok, mais sauf que ces arbres ont quand même disparu. Le temps qu'ils arrivent à porter avec leur taille, etc., ça va mettre beaucoup d'années. Et je fais le parallèle avec ces récifs coralliens artificiels, où tout à l'heure, vous avez cité dans les 4 premières raisons en fait, d'extinction de la biodiversité, il y avait une des raisons importantes qui était de l'aménagement, en fait, de l'aménagement de ports, etc. Donc, dans cet aménagement, ça sous-entend qu'on va détruire des récifs. Mais en contrepartie, on se dit, c'est pas grave, on va les recréer. Mais c'est pas non plus la solution. L'idée, c'est de ne pas les détruire à la base, on est d'accord ? Aujourd'hui, le cadre réglementaire français, en fait, il se détache en 3 étapes. C'est la séquence qui s'appelle ERC. Donc E, c'est éviter, R, c'est réduire, et C, c'est compenser. Ça veut dire que quand on a un aménagement, par exemple un port, la première étape pour réduire, c'est d'éviter. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce port ? Ensuite, on réduit. C'est-à-dire que le port qui avait une emprise, je sais pas, de 2000 hectares, on le réduit, ça va être juste 1500. Et ensuite,
les dommages qu'on ne peut pas éviter, on les compense donc en installant des récifs artificiels, en protégeant d'autres zones. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces innovations, très souvent, on chante les 2 premières étapes et on se dit tout de suite, allons-y, de toute façon, on peut compenser, sachant que de toute façon, on ne compensera jamais à l'identique, parce qu'on en a parlé, c'est très complexe. Et même un système artificiel, même s'il est extrêmement bien fait, il y a des tas de choses, la complexité de la nature fait qu'on passe à côté de certaines choses. Et donc, on ne compense pas à l'identique. Et donc, il faudrait garder ces mesures de restauration, de réparation, en fait, pour ce qui a déjà, les bêtises qu'on a déjà fait. Celles-là, on les répare. Et aujourd'hui, on essaye de faire le moins de bêtises possible et de détruire le moins possible. Oui, d'accord. Compenser, ça peut être une fausse bonne idée, Sophie. J'aimerais intervenir parce qu'il existe quelques exemples aujourd'hui de renoncement. Et ce n'est pas anodin. Pas très, très loin du côté de Caen. Vous irez voir, peut-être vous connaissez le projet d'aménager une zone inondable qui a été abandonné. Et c'est vraiment intéressant parce que c'était un projet qui était très engagé, donc avec des fonds engagés par les collectivités et une prise de conscience et une décision de renoncer et de mettre à la place, de construire un projet qui est calculé sur un temps très court, mais qui va répondre à des problématiques d'habitation, etc. Et le projet est vraiment incroyable. Allez voir, je pourrais vous communiquer le nom, je ne l'ai plus en tête, mais là, c'est une force de courage, je trouve, exceptionnelle par des politiques. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ce sont les collectivités qui ont dit on renonce. Absolument. Ou c'est une association? Non. Politique, des élus. D'accord. Vous avez un autre exemple comme ça? Non. Il y a aussi aujourd'hui des projets de renaturalisation, de désartificialisation. Je pense notamment à des prés salés qui jouent un rôle clé dans le cycle de vie des poissons. C'est souvent là que les petits poissons se nourrissent et grandissent. Alors, expliquez un peu les prés salés. Les prés salés, c'est ce que vous avez autour du Mont-Saint-Michel, notamment. C'est des prés qui sont immergés à marée haute et qui repassent après, qui se émergent à marée basse, sur lesquels vous voyez paître les fameux moutons des prés salés. On en a aussi en baie de Somme, à côté de chez nous. Et donc, il y a plein d'endroits où le rôle de ces endroits dans le cycle de vie des poissons, la fonction de nourricerie, les petits poissons viennent là pour se nourrir et grandir, a été comprise, intégrée, et donc on laisse à nouveau ces endroits rendus à la mer pour permettre à nouveau de remplir ce rôle dans le cycle de vie des poissons. Merci. Xavier, vous voulez ajouter quelque chose? Pour illustrer, parce que vous demandiez un autre exemple et on vient de le donner, ce que je disais tout à l'heure sur le recul stratégique, c'est ça. Et notamment en baie de Somme, il y a le recul de la Caroline, c'est son petit nom. Et donc, il y a tous des terrains qui vont être rendus à la mer également pour permettre, justement, puisque sur cet estuaire de la Somme, il est connu scientifiquement que c'est un des gros pourvoyeurs pour les nourriceries, donc les zones où viennent se pondre les œufs et viennent, enfin les frayères et une nourricerie où viennent se nourrir les juvéniles de poissons, et notamment la sole. Donc voilà, donc il y a, alors on ne dit pas que la sole va revenir comme ça d'un coup de claquement de doigts, mais tout ça contribue à améliorer au fur et à mesure. En tout cas, il y a la volonté. Il y a la volonté. Alors, au fil de vos parcours, quelles sont les innovations remarquables ou porteuses d'espoir que vous avez pu observer? Alors, peut-être, j'ai envie de démarrer avec vous, Sophie, parce que déjà, au sein de votre entreprise, tout à l'heure, vous avez évoqué des biomatériaux, vous avez évoqué le lin, justement, parce qu'ici, on est une région de production de lin. Alors, comment vous utilisez? Est-ce que ça sont des solutions d'avenir? Alors, nous, donc, vous l'avez compris, on est à l'origine plutôt dans le domaine de la course au large, bateaux de course. Donc, ce sont des bateaux qui sont faits en carbone, extrêmement performants. Et on va avoir envie, nous, il y a plus de 10 ans maintenant, de réfléchir à des alternatives sur les matériaux. Alors, est-ce que c'est la solution? Non, évidemment, mais c'est une solution. En tout cas, une alternative possible. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi nos histoires de bateaux de course. Il y a 30-40 ans, Roland Jourdain, mon mari, Jean Le Cam, que vous connaissez peut-être, Michel Desjoyaux, ces grands noms de la course au large,
vont se retrouver dans un petit port qui s'appelle Port-la-Forêt en Bretagne et vont commencer à travailler la fibre de carbone. À l'époque, la fibre de carbone, c'est assez nouveau, révolutionnaire, solide, léger. Et les premiers rouleaux, parce que c'est du tissu qui arrive, c'est des serpillères. C'est vraiment pas des bons matériaux. Et au fil des années, le produit va s'améliorer pour devenir aujourd'hui très performant. Eh bien, nous, on a eu envie de refaire l'expérience, mais avec du lin, la fibre de lin. Le lin était très présent en Bretagne il y a de nombreuses années, a fait beaucoup d'utilisation technique. Alors le chanvre aussi, avec les voiles, les cordages des bateaux, nos sacs à patates. Enfin voilà, on était entre guillemets entourés de ces fibres il y a quelques années, enfin de nombreuses années plutôt. L'histoire fait qu'en Bretagne, ça a totalement disparu. Fort heureusement, la connaissance de ces matériaux, enfin de ces fibres, a été gardée, notamment en Normandie. Vous ici, je ne sais pas, peut-être un peu plus haut. En tout cas, voilà, c'est très présent dans votre région. Et en fait, cette fibre de lin, nous, on a eu envie de la réintégrer comme outil technique, comme matériau technique, pour l'intégrer dans des bateaux. Alors, pas nos bateaux de course. L'idée, nous, cette innovation, c'est plutôt de l'adresser à des domaines qui sont moins exigeants que nos courses de bateaux, où aujourd'hui, la performance, c'est la performance vitesse seulement. On n'intègre aucune autre performance. Donc, nous, on a envie de s'adresser à des domaines où on peut plus facilement intégrer cette innovation. Donc, on l'a fait dans le domaine de la plaisance. Et donc, on a fait construire avec un chantier de série, un grand bateau qui est un catamaran qui s'appelle We Explore, qui fait plus de 18 mètres et qui intègre plus de 50% de fibres de lin. Alors, il est doublement intéressant ce projet parce que ce bateau a fait la route du Rhum 2022 dans la classe Rhum Multi et Roland a passé la ligne en premier avec ce bateau. Donc, ça veut dire qu'on ne renonce pas forcément à notre performance quand on fait le pas de côté. Et la deuxième chose, c'est que ce bateau existe parce que nous avons, nous, accepté de renoncer quelque part. On voulait un bateau en 100% fibre de lin. Face à nous, l'architecte naval et le chantier étaient frileux parce que c'était une innovation trop importante pour eux. Et donc, on a transigé, entre guillemets, en disant, bon, OK, on va faire un bateau avec 50% de fibres de lin. Et du coup, ce bateau, aujourd'hui, est extraordinaire parce qu'il navigue. Il a fait plus d'un tour du monde, déjà, en équivalent de navigation. Le lin ne bouge pas, il est juste incroyable. Et c'est une source d'espérance parce que demain, c'est parfaitement une fibre que l'on pourra utiliser avec encore des développements nécessaires, puisqu'on est, je vous parlais de l'histoire du carbone il y a 30 ans avec nos chers marins qui étaient encore en culotte courte, eh bien, on en est à ce stade aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de développement et du coup, c'est très excitant. Et la low-tech aussi, c'est une autre source d'espérance parce que c'est aussi ce que vous avez associé sur votre catamaran. Oui, parce que en fait, dans notre réflexion, c'est de se dire qu'il y a la technique, en effet. On va pouvoir améliorer des choses avec la technique, mais pas que. On pense qu'il faut y associer la notion d'usage. Et la notion d'usage, c'est comment on consomme. Ne faut-il pas faire mieux avec moins? Et donc, on s'est intéressé à tous ces sujets alors, les mots arrivent, repartent. On parle de sobriété. Finalement, c'est un gros mot. Il ne faut pas parler de sobriété. Il faut parler de simplicité. Voilà, décroissance. Enfin bon. En tout cas, on a expérimenté également avec ce bateau ce sujet du vivre simplement, c'est-à-dire qu'un bateau comme ça, habituellement, est très, très équipé, donc très complexe, donc tombe en panne tout le temps, parce que, évidemment, il y a toujours des trucs à réparer. Et donc, Roland a décidé de ne prendre que l'essentiel. Il n'y a pas de circuit électrique dans le bateau, sinon pour alimenter l'essentiel. Il n'y a pas 4 salles de bain dans le bateau. Il n'y a pas de cuisine équipée comme dans nos appartements. Et finalement, c'est un bateau qui fonctionne très très bien et qui rend heureux parce qu'il nous rappelle que l'on peut vivre très bien sans être suréquipé.
Donc voilà, c'est un bel exemple, ce bateau. Et il est très agréable, très accueillant. À chaque fois que quelqu'un monte à bord, on a cette réflexion qui est, mais c'est incroyable parce il est simple, accueillant. Du coup, il est grand parce qu'il est voilà, il n'est pas complètement Il est un peu dépouillé. envahi, dépouillé, voilà. Et en tout cas, pour nous, c'est une vraie, histoire construite sur cette idée que l'on peut faire d'une part différemment et sobrement, donc mieux avec moins. Et c'est de l'expérimentation, donc parfois on se trompe. Mais en tout cas, c'est un chemin qui nous intéresse et que je vous invite à aller voir parce que il peut être inspirant pour vos activités actuelles et futures. Alors justement, est-ce que dans les mois à venir, le grand public peut le découvrir quelque part, ce bateau? Alors, il sera, il sera à Saint-Malo. Alors c'est un petit peu loin de chez vous quand même, Saint-Malo. Oui, un Bon. petit peu. Malo, non, mais Saint-Malo, Un oui. petit peu quand même. Il sera à Saint-Malo à un festival qui s'appelle Étonnant Voyageur, qui est un superbe festival en mai 2026, oui. Là, actuellement, Festival de lecture. Voilà, actuellement, il est en route vers le Brésil pour Sao Paulo pour 3 raisons. Première raison, toujours expérimenter la fatigue du lin, comment il se comporte en navigation. La deuxième chose, c'est travailler avec des scientifiques pour les aider à mieux comprendre le sujet du plancton en faisant des prélèvements. Donc, on n'est surtout pas scientifique, et on ne se déclare pas scientifique, mais quand on peut aider, on aide. Et puis, une troisième exploration qui est celle d'un artiste designer, alors que vous connaissez ici peut-être, qui est Xavier Vellan, qui a réalisé Romy, là, devant la gare. Oui. Et Xavier est à bord pour essayer de créer en milieu contraint. Et c'est une expérience intéressante que nous regardons de près, évidemment, parce que moi, j'espère infiniment qu'il va arriver à Sao Paulo pour une exposition d'œuvres qu'il aura créées à bord et qu'il pourra nous dire « c'était génial, j'ai créé comme un dingue alors que j'étais en situation de contrainte ». Donc voilà, et ensuite, il sera à la Route du Rhum 2026, encore à Saint-Malo en novembre. Et nous ferons peut-être une incursion du côté de Dieppe parce que nous avons un de nos chers partenaires qui est la première coopérative de lin en France qui s'appelle Terre de Lin. D'accord, ok. Merci. Alors, je continue avec mes innovations remarquables. Xavier, vous aviez aussi des exemples à nous présenter. Je prendrai 3 exemples. Ouais. Un exemple d'accompagnement de la filière pêche, et donc c'est fait par le laboratoire de Lorient, à l'Ifremer, qui a déposé un projet avec des matériaux biosourcés pour construire des filets. Alors un filet, le trémaille, donc c'est un filet qui est posé droit, qui est au ras du fond pour pêcher notamment les poissons plats. Et donc ces filets ont un temps de vie de pêche donc très court. Et voilà. En fait, les pêcheurs l'utilisent grosso modo sur une année et demie de maximum de marée. Et après, c'est mis dans une décharge et c'est brûlé. Et donc, c'est du plastique. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir ce matériau biosourcé, biocompostable, enfin compostable, et donc le même filet, mais qui puisse du coup être composté et donc éviter d'avoir du plastique tout bêtement. Donc, et des déchets supplémentaires. Des déchets supplémentaires. Donc ça, c'est le premier projet d'innovation que je voudrais mettre en avant. Un second, là, qui concerne la flotte océanographique de l'Ifremer, parce qu'un gros problème qu'on a, même si on veut être le plus vertueux possible, c'est qu'aller en mer avec des bateaux océanographiques, le plus gros bateau fait 120 mètres, donc il y a du personnel, etc. Et donc c'est lourd sur l'eau, ça consomme beaucoup de carburant. Et donc on veut décarboner notre flotte, pour plein de raisons, parce que ça coûtera moins cher et qu'on sera plus vertueux encore. On a créé à Toulon une salle virtuelle 3D qui nous permet de piloter en restant à terre des engins qu'on déploie en mer. Donc il faudra toujours aller les mettre en mer, mais il n'y aura plus forcément cette nécessité d'avoir des gros navires pour aller observer le milieu. Donc ça, c'est aussi une innovation qui est en cours. Et puis aussi le renouveau de la flotte, avec des mâts véliques, donc pas des voiles, mais qui ressemblent à des voiles pour faire avancer les navires.
en tout cas les plus hauturiers. Et puis la troisième innovation, et donc là c'est un partenariat qu'on avait avec le CEA, donc sur l'énergie nucléaire, Ouais, avec donc là à Saint-Pierre-et-Miquelon, commissariat à l'énergie commissariat atomique. à l'énergie atomique. Donc c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a une antenne à Saint-Pierre-et-Miquelon qui est rattachée d'ailleurs au centre Manche-Mer du Nord, avec un poisson qui s'appelle la myxine. Donc c'est un poisson, c'est une sorte d'anguille qui a la capacité, qui a la faculté, lorsqu'on veut l'attraper, quand elle est prédatée par un requin, par un prédateur, elle a des pores tout le long de sa peau qui relarguent un mucus. Et ce mucus a des particularités très intéressantes parce que c'est des fibres qui sont plus fines qu'un cheveu, mais qui sont 1000 fois plus résistantes. Enfin, et encore 1000, je pense que on est au-delà. Et au-delà de ça encore, ce mucus a la capacité, une capacité hydroélectrique alors c'est pour ça que c'était imaginé, c'est qu'on prend ce mucus, et alors, il y a tout un process que je ne saurais pas vous décrire, mais qu'on va aller mettre sur les gaines des câbles sous-marins qui nous transportent l'électricité, de l'Internet, etc., et qui va être capable, par un courant induit, de détecter des fuites. Donc ça sera bon pour l'eau, parce que pour les canalisations d'eau par exemple, mais aussi pour les câbles qui seraient abîmés. Donc voilà, donc des innovations qui donnent espoir aussi, hein, et qui sont à la portée des différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Merci Pierre. Moi, si vous me permettez, je voudrais faire un petit pas de côté sémantique. Je trouve qu'on a changé. On utilise aujourd'hui le mot innovation. Si on revient quelques années en arrière, on parlait de progrès. On n'utilise plus le mot progrès. Or, progrès, il y a un sens positif. Quand votre gamin il fait des progrès en maths, c'est qu'il arrive à faire toujours plus d'exercices. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Et heureusement, je trouve ça très positif. Aujourd'hui, on a parlé de plein d'innovations qui vont vers le sens de réduire. Or, il y a aussi beaucoup d'innovations qui nous entraînent toujours plus loin dans la mauvaise direction. Et si je reprends mon exemple de récif artificiel sur lequel j'ai fait ma thèse, en fait, l'innovation, c'est de laisser la nature tranquille. Mais c'est innovant parce qu'on ne l'a pas fait. Et au contraire, il y a des utilisations un peu critiquables, comme j'ai dit, dans les aménagements portuaires, notamment des récifs. Donc voilà, moi, c'est ça le regard que j'ai sur ce mot et ce que cache le concept d'innovation, de oui, dans certains cas, mais pas tout le temps. Oui, bien sûr, il ne faut pas que ce soit une innovation, en fait, entre guillemets, cachée et qui, derrière, détruise le bien fondé du départ. Et vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'une innovation qui peut être importante, c'est de laisser les choses faire. Ça, c'est hyper important ce que vous dites, parce que ça n'arrive plus. On est dans une frénésie de construire, de faire encore et encore et encore. Il y a des collègues anglais qui avaient publié un article qui s'appelait « L'innovation comme cheval de Troie ». Et il y avait un résumé graphique de l'article qui était effectivement un cheval de Troie avec au-dessus de l'eau la tête du cheval et plein de trucs verts, des petites fleurs, et en dessous du béton et des marteaux-piqueurs. Je trouvais que ce dessin était assez parlant de... Voilà, il y a une bonne innovation, pour plagier les inconnus, mais il y a une bonne innovation et une mauvaise innovation. Et, essayons de rester dans la bonne et attention à la mauvaise. Arthur ah oui, vous n'allez pas y échapper. Non, j'en doutais pas. Alors moi, ce dont je voudrais parler, bon, ça colle plus à ma spécialisation et c'est plus une innovation parce qu'on en est entouré depuis des années, mais c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations au quotidien, que ça soit pour des nouvelles, pour qu'on se le dise, beaucoup de conneries aussi. Quand je vais sur Instagram, je vois très peu de contenu intelligent. Du coup, je pense qu'on a des outils qui sont formidables avec les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Twitch. Toutes ces technologies ont un pouvoir d'influence sur nous, sur tout type de génération, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés que par les jeunes. Et je pense que utiliser ces réseaux, utiliser ces technologies de façon intelligente en véhiculant du contenu intéressant, du contenu qui peut impacter, mais de façon positive, tout type de génération, ça va avoir un vrai impact. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont le pouvoir d'avoir une vraie influence, que ça soit par le contenu qui est véhiculé, mais aussi par les personnes qui véhiculent ce contenu, par les personnes qui incarnent ce contenu. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, certes, il y a beaucoup de points négatifs, mais qu'on le veuille ou non, ils vont faire partie du paysage de demain, notamment maintenant avec des outils comme l'intelligence artificielle qui font que perfectionner les algorithmes de sorte à détourner notre attention des choses qui comptent vraiment. Donc je pense que c'est aussi au rôle des créateurs, au rôle de ces gens qui détiennent les comptes qui vont véhiculer du contenu,
c'est leur rôle de faire en sorte que le contenu véhiculé soit positif, intelligent, éducatif et qui porte vers des causes qui importent, comme la préservation des océans, par exemple. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que vous dites, et ça rejoint aussi un peu ce que dit Pierre, et je pense que Sophie interviendra derrière, que ces contenus ne soient pas de fausses bonnes idées, que derrière, il y ait vraiment quelque chose de positif qui se passe, que soit un acte positif et qu'on n'hésite pas, si on a une innovation, à aller voir les conséquences, qu'on ne les masque pas si elles sont négatives. Ok, ça ne marche pas, c'est pas grave. On a essayé, ça ne marche pas, on repart dans une autre direction, n'est-ce pas, Sophie ? Ah oui, alors je suis 1000 fois d'accord avec ça et c'est terrible d'imaginer, de voir des solutions affirmées et qui réellement n'en sont pas. Et donc, nous, avec notre bureau d'études, on pousse nos clients à d'abord poser le sujet par l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, avant de dire on va modifier telle ou telle fabrication d'un bien en mettant un matériau par un autre. Vraiment, c'est éviter au maximum de pousser sur une solution qui s'avérait être mauvaise, d'une part. Et d'autre part, le fait de... Par exemple, notre bateau, nous, on le dit qu'il est à 50% en fibre de lin. On dit aujourd'hui qu'en termes d'impact, il est encore impactant parce que la fibre a besoin encore d'être travaillée pour absorber moins de résine, que la résine utilisée n'est pas une résine 100% biosourcée. On le dit, tout ça. Parce que de le cacher, c'est prendre le risque un jour d'être dévoilé. Et là, c'est le retour du bâton net, parce que pour les sceptiques, c'est très facile de prendre ces exemples en disant, regardez, de toute manière, ils nous racontent que des billevesées, donc on ne va pas s'emmerder avec ces sujets-là. Ils nous critiquent, mais ils mentent aussi. Voilà. Et donc, nous, on est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très prudents sur ces sujets-là. Et on essaye, alors c'est pas toujours simple avec la presse et les médias qui ont tendance à vouloir tout de suite faire... On a eu un exemple, faire de l'exceptionnel. Il y a 13 ou 14 ans, on a construit un petit bateau qui s'appelle le Goualaz. Le Goualaz, en breton, c'est le vert donc c'est la réunion de l'eau, le vert et le bleu. Et ce bateau était évidemment fait avec de la fibre de lin, de la résine biosourcée partiellement. Et donc ça, on l'avait bien expliqué, dit et redit, sauf que les médias, à l'époque, comme c'était il y a une dizaine d'années, c'était assez nouveau, ont titré Roland Jourdain a développé le premier bateau au monde biosourcé. Enfin, c'était abominable, mais vraiment abominable. Et donc, on a essayé de rattraper le coup, mais ça n'a pas été facile. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un devoir d'être transparent pour être crédible, en fait. Parce que sinon, c'est trop facile pour les détracteurs. Ils s'appuient sur ça et le débat est complètement faussé au départ. Est-ce qu'on a une question dans la salle ? On a des questions. Alors, le monsieur, on va vous apporter le micro. Voilà, Marie, merci. Alors, n'hésitez pas à vous présenter, monsieur. Oui, là, le monsieur avec la barbe, là, juste derrière. Et bonjour, Benjamin. Alors, je voulais juste revenir d'abord, avant ma question, sur l'abandon du projet de la ZAC de Presqu'île de Caen. Du coup, on a été regardé. Et en fait, ils ont été abandonnés, c'est intéressant, parce qu'ils sont basés sur les projections du GIEC qui annonçaient qu'ils allaient construire un écoquartier de 2500 logements qui aurait été inondé à horizon de 50 ans. Et c'est la raison qui les avait poussés à abandonner le projet. Ma question rebond sur un peu bonne ou mauvaise innovation pour la mer, sur les ressources donc d'énergie, de pétrole, gaz qui sont au niveau marin, mais également l'énergie. Selon vous, de vos projections ou ce que vous connaissez, bonne ou mauvaise innovation, les hydroliennes et les éoliennes marines? Xavier, hydrolienne et éolienne marine, bonne ou mauvaise innovation? Oui, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un peu des impacts négatifs qu'on voit. On vient empiéter sur l'espace marin qu'on voudrait naturellement protéger, mais en même temps répondre à des besoins
d'énergie ou de minéraux qu'on peut avoir besoin et qui Propre. peuvent peut-être avoir un effet positif qu'on n'imagine pas, peut-être de création d'espaces protégés pour la biomarine, d'avoir un endroit où on ne va pas pouvoir venir pêcher parce qu'il y a une éolienne ou parce qu'il y a une hydraulienne. Ouais. Alors la question est éminemment complexe parce que il y a une phrase qui était dans les années fin 90-2000, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Sauf que depuis, il y a l'intelligence artificielle, il y a les réseaux sociaux, et là, je crois qu'il y a un data center qui est sorti aux États-Unis qui consomme l'équivalent de la France sur. Il consomme l'équivalent de la production électrique française sur X temps, et c'est absolument hallucinant. Et en fait, c'est un parmi tant d'autres. Donc, en un mois, il consomme l'équivalent de Exactement. Donc, c'est la pollution numérique, on en parle très peu, en fait, parce que c'est pas médiatisé, parce que ça va desservir des intérêts économiques, mais c'est vraiment au cœur du sujet, vous avez complètement raison. Donc comme on disait, sur les réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je sais pas, je vois mal que demain, 1er janvier 2026, boum, ça y est, tous les réseaux tombent. Enfin, c'est pas imaginable. Oui, mais pour d'autres raisons. Ouais. Mais donc pour l'hydrolienne et pour l'éolienne, donc on va en avoir besoin. On en a besoin. Et donc, si on veut être plus vertueux et moins impacté, moins de gaz, moins de pétrole, c'est une solution. Les hydroliennes, on est en train d'en développer au centre de Boulogne et elles devraient être testées, si tout se passe bien, l'année prochaine. Donc ces énergies-là, on va en avoir besoin. Alors effectivement, elles auront un impact. On ne peut pas dire que toute activité humaine, de toute façon, a un impact à un moment donné ou à un autre sur le milieu. Donc l'idée, c'est de faire que ce soit le moins possible. Pour revenir sur les mâts ou même l'hydrolienne qui est posée sur le fond, alors l'hydrolienne peut-être un peu moins parce que les fonds sur lesquels ils sont imaginés, c'est déjà des fonds rocailleux. Donc c'est des fonds qui permettent déjà la saltation, donc le passage d'espèces d'un point A à un point B plus facilement. Parce que par exemple les éoliennes qu'on met actuellement en centre-manche, ce sont sur des grands espaces sableux. Et un grain de sable, c'est quand même plus difficile pour un organisme de se fixer sur un grain de sable et de rester sur son grain de sable. Par contre, sur le mât d'éolienne, il a la capacité de pouvoir s'accrocher. Donc et c'est comme ça qu'on a observé des migrations d'espèces, qu'elles soient invasives ou pas, qu'elles soient envahissantes ou non, ou qu'elles soient toxiques ou non. Mais ces éléments-là vont, à un moment donné, effectivement, donner la capacité à peut-être un changement dans l'écosystème, ou en tout cas à quelque chose de spécifique. Pierre parlait tout à l'heure de l'effet réserve et de l'effet de créer des structures dans l'eau. Quand on crée un point d'accroche, et d'ailleurs c'est une solution qu'utilisent les pêcheurs en plein milieu de l'océan, avec l'ADCP, on met 3 bouées. ADCP. Alors je ne saurais plus dire l'acronyme, on en utilise trop. Dispositif de concentration de poissons. Dispositif de concentration de poissons. C'était très simple pourtant. Et donc c'est 3 bouées et enfin j'exagère, et une planche, c'est pas loin de ça, et puis même une épave de toute façon en plein milieu de l'océan, concentre le poisson. On sait que la vie va venir chercher. Donc voilà, donc tout ça fait que. Pardon ? Oui, c'est des récifs artificiels. Donc ces éléments-là vont perturber, enfin vont impacter. Perturber, ça donne déjà un sens. Impacter, ça peut être positif ou négatif. Donc voilà, donc on en a besoin, on va en avoir besoin. Maintenant, c'est de savoir comment mieux la gérer. Et une fois de plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une question sociétale. Est-ce qu'on accepte toujours qui n'a pas été joué sur ChatGPT pour poser la question la plus idiote possible, quoi. Donc voilà. Merci. Alors, madame, vous aviez une question aussi, on va vous passer le micro. Si. Bonjour, Anne. Avant de poser ma question, je voulais apporter un complément sur la fibre de lin. Oui. La fibre de lin est déjà utilisée depuis plusieurs années dans l'industrie automobile, où elle rentre dans la composition de certains plastiques qui servent notamment à la production de planches de bord. Et il n'y a pas que le que le lin, il y a aussi le kénaf, un autre végétal un petit peu plus exotique et moins connu, qui est aussi utilisé. Donc ce sont vraiment des belles alternatives qui sont utilisées dans les plastiques et notamment. Vous travaillez pour un équipementier automobile ? Oui. Ouais. Oui, effectivement.
Et donc ma question a été plutôt dans les moyens par rapport aux innovations et les moyens de promouvoir ces innovations et essayer d'obtenir l'intérêt des investisseurs. Est-ce qu'il existe l'équivalent d'un prix Nobel d'écologie ou quelle qu'elle soit, marine ou dédié aux terrestre, océans, en fait. Dédié aux océans, où c'est vraiment la semaine où il faut en parler. Pierre ? Je crois qu'il y a un prix ça doit s'appeler le prix Goldman. Alors, rien à voir avec le chanteur, mais qui est... ça, c'est de l'écologie au sens large. Il y a par exemple un grand chercheur en halieutique, un Canadien qui s'appelle Daniel Pauly, qui l'avait obtenu il y a quelques années. Mais c'est pas ultra médiatisé. C'est En même beaucoup temps, moins qui le médiatisé connaît que le prix Nobel, ouais, effectivement. dans la salle, Sophie? Non, moi j'ai pas Non, de connaissances sur. non, moi non plus. Après, on a d'autres moyens d'essayer de faire la promotion de nos produits sans parler de Nobel. Oui, mais c'est parce qu'en fait, médiatiquement, pour une entreprise qui s'engage, ça lui fait de la presse, c'est positif. Voilà, ça a toujours un côté prestigieux. Je comprends ce que vous voulez dire. Au niveau national, il y a l'Institut Carnot, qui est dans cette démarche d'avoir des lauréats tous les ans sur des projets d'innovation, et notamment dans le milieu marin. Mais ça reste quand même dans votre milieu professionnel. Ouais, ça reste assez confidentiel. Merci. Alors, monsieur, le temps tourne. Je voulais demander à nos invités une petite anecdote afin de conclure. Donc, ils seront là après et vous pourrez discuter avec eux pour votre question. Alors, qui démarre par sa petite anecdote? Arthur, allez. Alors, tout dépend quel type d'anecdote on cherche. Celle que vous avez envie de nous partager. Ok. Alors, moi, je vais en choisir une qui illustre aussi mon parcours et du coup des raisons pour lesquelles je me suis engagé pour l'océan et pour lesquelles je m'engage toujours. Donc, comme je disais, j'ai vécu au Mexique pendant 2 ans où j'ai travaillé sur les requins-baleines, vraiment au contact de ces animaux, tous les jours dans l'eau, au contact d'un animal qui est le plus gros poisson du monde, qui est hyper emblématique, hyper beau, etc. Et j'ai eu aussi l'occasion de côtoyer des animaux comme les baleines à bosse, les baleines bleues. L'endroit où j'étais était vraiment un réservoir de biodiversité. Et le jour où je me suis dit, ok, je rentre en France, je rentre à Lille, en fait, ça va être horrible, quoi. C'est vraiment Je vais faire une plongée en carrière en Belgique. Non, mais vraiment, c'était compliqué et tout le monde me le disait. Mais en fait, par rapport à ta passion, qu'est-ce que tu vas foutre à Lille, quoi. Ça va être un peu compliqué. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure à Xavier, j'ai appris à redécouvrir des choses beaucoup plus simples en termes de biodiversité. Et je me souviens notamment d'un jour où je suis allé faire un peu d'apnée en Bretagne, sur la presqu'île de Crozon avec un ami, où, j'adore la Bretagne, mais les conditions étaient horribles. La visibilité dans l'eau était vraiment terrible, on voyait rien. Et je commençais à me dire, j'avais raison de nourrir un peu d'inquiétude par rapport à la vie marine. Donc je dis à mon pote, je rentre à la plage, là je suis pas bien, on voit rien, de toute façon c'est chiant et tout ça. Et donc en fait je m'en vais, et puis pile à ce moment-là, quand je suis en train de partir, je suis en surface, je suis en train de palmer, et puis en fait je donne un énorme coup de palme à mon pote, et je me retourne pour m'excuser, et il s'avère que c'était pas mon pote, en fait c'était un phoque gris qui était en train de me suivre. Bon, je suis désolé pour le coup de palme, mais donc ce phoque est resté autour de moi pendant 2-3 minutes, donc ça n'a pas duré longtemps. Il a tourné autour de moi, il allait se cacher dans les algues, il venait jouer. Et là, j'avoue que je suis revenu avec un sourire, une banane à la plage, en me disant bon, ok, il y a quand même il y a de quoi faire ici. Et certes, là, ça fait partie des animaux emblématiques dont on parlait, dont Xavier parlait tout à l'heure. Mais ça m'a redonné espoir sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire ici en France. On n'a pas besoin de partir dans les endroits les plus exotiques du monde pour aller voir des récifs coralliens, des baleines. On a des baleines en France d'ailleurs, mais on n'a pas besoin de partir dans les endroits les plus exotiques du monde pour tomber amoureux de l'océan. On peut le faire ici à Lille, on est à 1 heure de l'océan. Franchement, il y a plein de choses à observer. Donc voilà, c'est l'anecdote qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de m'engager pour l'océan, même en vivant à Lille. Merci. Xavier ? Alors, c'est un peu dans le même style. C'est un phoque aussi ? Non, alors non, c'est pas un phoque. Mais c'est en France, mais un peu plus austral, puisque j'ai eu, et c'était une des raisons pour lesquelles aussi, comme Pierre l'a dit,
l'océanographie, c'est depuis toujours. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je voulais faire ce métier, c'était de pouvoir aller voir ce que tout le monde ne peut pas voir, avoir cette chance-là quelque part, et puis d'être le témoin de ça. Et donc, c'est les terres australes. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller creuser Kerguelen. Et donc, voilà, c'est juste magique parce qu'on est en plein milieu de l'océan Indien. Si on fait le compte, on peut, alors j'exagère bien évidemment, mais on peut quasiment compter le nombre de personnes sur ses doigts qui sont passées sur ces îles, puisque voilà, c'est 30, 40, 50 personnes en moyenne maximum par an. Donc voilà, donc de partir là en bateau, et puis moi c'est toujours ça aussi qui m'anime, c'est sortir du port et revenir à un port. C'est une autre façon de voir la vie et de voir le monde. Et donc de partir, de prendre 3, 4, 5 jours de mer et de revoir la terre, les oiseaux et les manchots et les orques. Enfin, voilà, et tout ça fait que, oui, je me dis, voilà, je suis loin de chez moi, je suis loin de ma famille. C'est aussi, juste, je vais le placer quand même, c'est que quand on est chercheur, c'est pas, on le fait par passion, parce que pour trouver du boulot, c'est pas forcément facile. Parce que quand on en parlait tout à l'heure, quand on dit je suis docteur, ouais, mais t'es docteur, mais qu'est-ce que tu soignes quoi? Donc voilà, les salaires sont pas forcément, mais bon, je suis pas là pour me plaindre. Docteur, en fait. Voilà. Donc oui, c'est ça. Ouais, mais au-delà de ça, mais voilà, en tout cas pour dire que c'est vraiment un métier passion et que ça anime notre passion, et puis ça nous renforce, et on revient rechargé, et on se dit bon allez, on remet le sac à dos, on est reparti, on va aller rechercher des financements, aller au contact des collectivités, des acteurs pour dire regardez, la nature est belle, protégeons-la ensemble. Protégeons-la ensemble. Pierre ? Moi, je voudrais vous partager une expérience. Xavier l'a dit, on a à l'Ifremer la chance d'avoir une flotte océanographique, des bateaux de recherche sur lesquels on embarque. Alors, c'est là aussi idée reçue, même un chercheur en océanographie n'est pas sur l'eau tous les jours. C'est à peu près une dizaine de jours par an, c'est déjà beaucoup. Déjà, c'est une expérience, on s'y habitue. Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'Ifremer, j'embarque quasiment 10 jours par an, donc à force, on s'habitue, puis à un moment, on prend du recul. C'est quand même pas anodin, quoi. T'es 10 jours sur un bateau à faire ton boulot, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, le bateau a une bibliothèque de bord qui est extrêmement fournie, et à bord, il y a les livres d'Anita Conti. Et je vais commencer par une anecdote et je vais terminer par un conseil lecture. Anita Conti, on considère que c'est la première femme océanographe française. Elle a une vie incroyable. Elle a commencé, voilà, elle a été jetée à l'eau à 6 mois par son père qui voulait qu'elle apprenne à nager. Elle a embarqué sur un dragueur de mine dans le détroit du Pas-de-Calais en 1940. Et elle est surtout connue pour ses embarquements sur les pêcheurs à la morue dans les années 50. Donc une campagne de pêche à la morue. Ils partaient le 14 juillet, ils rentraient à Noël, à Terre-Neuve, donc entourée d'icebergs. Elle était la seule femme sur un navire avec une 50aine de pêcheurs. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Et pourtant, dans ses bouquins, elle traduit presque un amour pour la pêche, un amour pour les pêcheurs. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, elle a les bouquins datent des années 50, et elle a une vision extrêmement moderne de la pêche. Et elle pressent, il y a déjà les ferments de ce qui va se produire 30 ans plus tard, cette catastrophe de la pêche à la morue, de l'effondrement de la pêche à la morue à Terre-Neuve. Et elle a cette phrase qui est prémonitoire et qui est complètement vraie et que la science aujourd'hui valide. Elle dit: un agriculteur à terre, c'est semer, faire grandir, récolter. En mer, produire, c'est tuer. Et ce saut conceptuel, il est fondamental de notre gestion des pêches. Et donc, voilà, se replonger dans Anita Conti, c'est à la fois des romans de voyage et il y a une vraie vision scientifique. Et pour terminer, juste vous dire que notre nouveau navire de recherche qui vient de sortir de chantier naval et qui rentrera dans la flotte d'ici quelques mois, quelques années, en hommage à cette femme, s'appellera le Anita Conti. Et je trouve que c'est un juste retour des choses pour quelqu'un qui avait 30 ou 40 ans d'avance dans sa vision de l'océan. Et pour compléter, il y a une BD également qui retrace sa vie, qui est magnifique, façon roman graphique en fait, qui vient de sortir, qui est disponible et qui est très chouette. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une manifestation de l'effet Mathilda, je ne sais pas si vous connaissez, qui est de l'invisibilisation des femmes en sciences, et qu'il y a beaucoup de découvertes qui sont dues aux femmes. L'ADN par exemple, c'est une femme, il y a plein d'autres découvertes comme ça.
et que c'est des hommes qui ont tiré les bénéfices et les mérites du travail de femmes. Donc c'est aussi un moyen de mettre leur travail à elles en avant. Et bien justement, on va mettre le travail de Sophie en avant. C'est elle qui va conclure avec son anecdote. Merci. Ben moi, c'est une anecdote. Peut-être que cette jeune fille dont je vais vous parler sera notre future Anita Conti. Nous recevons chez nous régulièrement des jeunes scolaires, donc en stage découverte, seconde, je ne sais plus très bien. Troisième, seconde, il y en a 2. Ouais. Et donc, toujours par 3 ou 4 pour créer la stimulation. Et il y a quelques mois, une jeune fille était chez nous et nous avons la chance d'avoir un petit jardin. Elle est venue chez nous pour les sujets de l'océan. On fait du bateau, on a Under the Pole, tout ça. Donc c'est évidemment ce qui lui plaît. Elle habite Brest. Et on a un petit jardin et le midi, je bricole dans la terre et elle m'interpelle en me demandant ce que je fais. Donc je lui explique que je nettoie quelques herbes, etc. Et elle me dit, je n'ai jamais mis les mains dans la terre. Donc je lui ai proposé de m'accompagner, de mettre les mains dans la terre, ce qu'elle a fait. Et ça lui a vraiment fait c'est pas un choc, c'est une découverte, une révélation. Et cette jeune fille est partie en nous couvrant de bonbons, pleurait quasi. Et moi, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que si on veut préserver et soutenir l'océan, il faut d'abord comprendre que nos actions à terre sont impactantes. Et donc, on ne fait pas l'amalgame en disant d'un côté, il y a l'océan et de l'autre côté, il y a la terre. Non, non, on les réunit. Et donc, cette jeune fille qui découvre la terre en étant venue découvrir l'océan, moi, je trouve ça magnifique. Donc, voilà, mon petit partage. Merci, merci beaucoup. Dire, le livre d'Anita Conti s'appelle Racleur d'océan. J'ai oublié de le mentionner. Merci. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos interventions, pour vos propos captivants. Et si j'avais une chose à dire, je reprends ma citation de départ. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Je pense que la réponse est entre nos mains. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Marie qui va vous indiquer la suite du programme. Marie qui a œuvré à toute l'organisation de cet après-midi et de cette conférence. Merci Anne. Donc je vais rester ici ou peut-être sur le côté, c'est peut-être mieux. Merci à tous d'être venus. Merci aussi aux intervenants. Donc ça a été un plaisir encore une fois de préparer cette journée. Donc on était accompagnés pour ça par un petit comité donc de fidèles, notamment donc Jean-Michel qui est là devant. Anne-Sophie qui doit être quelque part aussi là, voilà, aussi devant. Donc Régis qui n'est pas là. Et puis on a eu aussi l'aide de Pauline et Julie, jeunes diplômées et étudiantes, voilà, sur la thématique. Le choix des intervenants évidemment. Et voilà, merci à eux. Et donc pour continuer l'après-midi, on va vous inviter à un petit goûter. Donc dans le même endroit où on était tout à l'heure, donc le même atrium. Donc on va ressortir et puis passer par la rue comme tout à l'heure. Voilà, à tout de suite.